L'histoire commence lorsqu'un homme se réveille et se demande où il se trouve. Une femme se tient debout devant lui, et il se demande si c'est sa mère. Il se rend compte que cela ne peut pas être elle, car elle ne ressemble en rien à sa mère, et il remarque qu'il peut à peine bouger. Les choses deviennent encore plus mystérieuses lorsqu'il remarque qu'il y a un écran flottant devant lui. Plusieurs attributs apparaissent sur l'écran, et il se demande s'ils sont censés représenter ses statistiques. Cette prise de conscience le déçoit beaucoup, car il remarque que son niveau est redescendu à 1. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'a pas de nom. À ce moment-là, un homme que la femme appelle « Sa Majesté » apparaît, et le garçon se demande si cet homme est une sorte d'empereur. L'empereur déclare que ce garçon s'appellera Noah et qu'il portera le titre de 13e prince impérial. On informe l'empereur que Noah a une affinité pour la magie de l'eau, il décide donc que Noah régnera sur le territoire appelé Almria. Ce domaine lui conviendra parfaitement, car c'est le territoire où réside le clan de l'eau. Noah remarque que les choses changent sur son écran, mais il ne comprend pas ce que cela signifie, car il n'a jamais vu de telles valeurs auparavant. L'empereur veut voir les compétences de Noah, alors le prêtre les révèle. Tout le monde dans la pièce est alors choqué par ce que montre son écran de statut. Noah ne comprend pas ce que cela signifie, mais il remarque que les valeurs à côté de son attribut ont changé. Tout le monde dans la pièce continue de halter d'étonnement, car Noah a un attribut au double S. Même la mère de Noah est incrédule, car cette statistique est bien plus élevée que lorsqu'il est né il y a peu. Le prêtre est complètement perdu pour trouver les mots, se demandant si cela signifie que Noah s'est déjà éveillé. Atteindre le double S est incroyablement rare en général, et c'est tout à fait inédit pour quelqu'un d'aussi jeune. Tous les spectateurs s'émerveillent devant Noah, car ils réalisent qu'ils assistent à la naissance d'un homme au talent immense. Noah est encore très confus et ne sait pas quoi penser de tout cela. Tout ce qu'il sait avec certitude, c'est qu'il a reçu une nouvelle vie et qu'il s'est réincarné en noble. La nouvelle maison de Noah est l'Empire d'Amira, une nation de guerriers nichés au cœur d'une chaîne de montagnes. L'empereur est le père de plus de 10 fils connus sous le nom de princes impériaux. Les princes sont vénérés et adorés par le peuple comme les nobles les plus renommés. Cela fait maintenant 6 ans que Noah s'est réincarné, et il a pris conscience d'une chose concernant ses statistiques. Les valeurs qu'il voit sur son écran de statut sont différentes de celles que les autres peuvent voir. Il voit des rangs normaux comme tout le monde, mais Noah est capable de voir des valeurs différentes. Au lieu du double rang est-ce que tout le monde voit pour son attribut O, Noah voit E+, et s'il a appris que ces valeurs supplémentaires proviennent des personnes qui sont ses subordonnés. Par exemple, le S ajouté à son attribut O provient du domaine qui lui a été accordé à sa naissance. L'empereur a donné à Noah le domaine appelé Almria, ce qui a fait de tous les résidents de ce domaine ses subordonnés. Almria est le lieu de résidence du clan de l'eau, donc le fait de les avoir comme subordonnés a considérablement renforcé l'attribut O de Noah. Même ses servantes renforcent légèrement ses attributs, ce qui montre clairement qu'il tirera profit de tous ses subordonnés, aussi faibles soient-ils. En d'autres termes, Noah peut devenir plus fort en gagnant davantage de subordonnés. Une autre chose qu'il peut voir et que les autres ne peuvent pas voir, c'est que son niveau peut être augmenté à l'infini. Alors que les servantes préparent Noah pour sa journée, elles ne peuvent s'empêcher de souligner à quel point il est bien élevé. La plupart des garçons de son âge seraient pleins de malice, mais Noah est toujours si calme et posé. Noah a beaucoup appris sur le fonctionnement de son écran de statut, mais ses capacités sont encore limitées car il n'a que 6 ans. À ce moment-là, une femme de chambre nommée Evelyne informe Noah que 2 visiteurs sont arrivés. Noah nous explique qu'Evelyne est une belle femme de chambre spécialisée dans l'hospitalité. Evelyne informe Noah que 2 de ses frères sont venus lui rendre visite et qu'ils ont dit qu'il pouvait prendre son temps avant de les rencontrer. Noah sait qu'il ne peut pas les faire attendre, car l'un de ses frères est le prince héritier. Noah va immédiatement à leur rencontre et est accueilli par ses frères. L'un d'eux s'appelle Henri, et c'est le 4e prince. L'autre est Albert, et c'est le prince héritier. Noah s'excuse d'être en retard, et ses frères ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'il est toujours aussi courtois. Noah est toujours très poli, et ses frères sont donc convaincus qu'il fera un excellent chancelier un jour. À ce moment-là, Albert révèle qu'ils ont apporté un cadeau pour Noah. Albert demande à quelqu'un de l'apporter, mais ce n'est pas quelque chose d'agréable. Cela ressemble à un cercueil recouvert d'une sorte de force obscure, et l'homme qui le transporte a l'air terrifié. Il transpire même de peur, alors Noah ne peut que se demander ce qui se passe. Albert demande à l'homme d'ouvrir la boîte, et Noah est horrifié pendant un instant. Il entend des gens crier de douleur et les voit supplier le prince Albert de les sauver. Ce n'est qu'une vision que Noah a, car la seule chose qui se trouve à l'intérieur de la boîte est une épée. Albert demande à Noah ce qu'il en pense, et Noah répond que c'est incroyable. Albert dit à son petit frère de la prendre, mais Noah hésite, quelque chose ne va pas avec cette épée, mais c'est un cadeau du prince héritier, il ne peut donc pas refuser. Noah prend l'épée, et Albert est très impressionné. Il explique que l'épée s'appelle Léviathan et qu'il s'agit d'une épée magique d'eau réputée pour être la plus puissante de l'Empire. Elle n'est toutefois pas destinée aux âmes sensibles, car plus de 120 personnes ont perdu la vie en essayant de la maîtriser. Noah est choqué d'entendre cela et panique au point de presque laisser tomber le cadeau du prince héritier. Henri voit bien que Noah a peur, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter.
Ceux qui ne sont pas destinés à manier l'épée perdent la vie dès qu'ils la soulèvent. Cette épée est tellement maudite que pour la plupart des gens, le simple fait de porter le coffret dans lequel elle se trouve est une torture. Albert est heureux d'avoir apporté ce cadeau à Noah, car cela lui a montré qu'il fallait avoir une affinité avec l'eau de niveau double S pour manier l'épée. Il remercie ensuite Noah, car cette démonstration était très précieuse. Les deux frères s'en vont, et Noah traite Albert de prince méprisable, car il ne faisait que le tester. Noah n'ose toutefois pas le dire à voix haute, car il sait que s'il le faisait, il perdrait la vie. Dehors, Henri se demande s'il était judicieux de donner le Léviathan à Noah. L'épée est inestimable, mais Albert ne regrette pas sa décision. Il est vraiment content, car il pense que l'épée est entre de meilleures mains entre celles d'une personne aussi brillante que Noah. Cependant, il dit que c'est justement à cause de la brillante intelligence de Noah qu'il doit faire l'expérience d'être mordu par son propre animal de compagnie précieux. Cette nuit-là, Noah sent que quelque chose tracasse sa femme de chambre, Zoé. Zoé dit que ce n'est rien, mais Noah insiste pour qu'elle lui dise. Elle est la femme de chambre personnelle de Noah et elle lui révèle qu'elle aimerait prendre quelques jours de congé. Sa ville natale a été inondée et la ferme où elle a grandi a été complètement détruite. Sa mère, qui vit seule, est désormais sans emploi et a besoin d'aide. Les autres membres de la famille de Zoé ne veulent rien faire et lui ont dit de simplement aller travailler dans le quartier rouge. Ils lui ont dit qu'elle ne valait rien, mais qu'elle pourrait se vendre comme quelqu'un qui a servi le prince. Noah l'interrompt, car il en a assez entendu et a une autre idée. Au lieu que Zoé se vende, il emploiera sa mère dans le manoir. Elle sera simplement chargée de fermer le portail d'entrée et il lui versera 10 renés par mois. C'est incroyablement généreux, mais Zoé fait remarquer qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel travail. Il va également la payer bien plus que le salaire standard, mais Noah le sait déjà. Sa générosité ne s'arrête pas là, car il explique qu'il y a une maison inutilisée à la périphérie de la capitale. Il dit que Zoé et sa mère peuvent y vivre, alors Zoé se met à pleurer devant tant de gentillesse. Zoé le remercie encore et encore, mais Noah reste professionnel et lui dit de continuer son travail. Pendant ce temps, il se dit qu'il ne pourrait jamais laisser quelqu'un qui travaille pour lui exercer dans le quartier rouge. Cela ternirait son titre de 13e prince, mais surtout, Zoé est sa servante. Elle est à ses côtés depuis longtemps et elle servira Noah toute sa vie. À ce moment-là, Noah appelle son majordome, Dylan. Noah explique qu'il y a eu une inondation dans la ville natale de Zoé, et demande à Dylan d'acheter autant de terre que possible dans cette région. Zoé est complètement abasourdie, alors Noah lui explique pourquoi des escrocs vont tenter de profiter des personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance, comme la mère de Zoé. Noah veut les protéger, alors il demande à Dylan de les mettre en sécurité avant que quelque chose de grave ne leur arrive. Noah se demande ce qui ne va pas lorsque tout le monde se tait, alors Dylan lui explique qu'il est simplement surpris. Noah est très jeune, mais il gère une situation qu'il n'a jamais connue auparavant avec une incroyable clairvoyance. C'est tout à fait vrai, mais Noah pense qu'il a vu plus que sa part de ce genre de choses avant de se réincarner. Dylan se demande où il pourrait trouver l'argent nécessaire pour faire cet achat, car il estime que l'achat de toutes ces terres coûtera 700 000 renés. Zoé est choquée par ce chiffre, et Noah ne peut pas lui en vouloir d'être surprise. Le revenu annuel moyen d'un homme adulte dans la capitale est de 120 renés. Même les serviteurs de Noah ne gagnent que 8000 renés par an. Même avec les recettes fiscales provenant d'Almria et les dons en argent de l'empereur, Noah ne dispose que d'environ 500 000 renés. Il lui manque donc 200 000 renés, mais il a une idée. Il possède des terres juste au sud de la capitale, il décide donc de les vendre. Dylan lui fait remarquer que ces terres sont un cadeau de l'empereur et que les vendre sans autorisation serait un crime contre la famille impériale. Mais Noah s'en moque et dit qu'il en assumera les conséquences. Zoé ne veut pas qu'il ait des ennuis, mais Noah lui fait remarquer que les nobles ont des obligations et qu'ils doivent parfois se sacrifier pour apporter le bonheur au plus grand nombre possible. Dylan comprend et dit qu'il va immédiatement exécuter son ordre. Il prend également soin de remercier Noah, qui se souvient alors que Dylan est originaire de la même région que lui. Peu après, Noah se prépare à partir pour Dozo. À ce moment-là, il se précipite vers son frère Henri et s'excuse de ne pas l'avoir salué plus tôt. Noah explique qu'il a acheté un terrain dans une région appelée Dozo et qu'il va aller l'inspecter. Henri remarque que Noah emporte le Léviathan et se demande s'il a l'intention de s'en servir. Noah répond que non, qu'il l'emporte juste pour le tester. Il a senti une sorte de pouvoir dans l'épée la première fois qu'il l'a tenue, mais il ne l'a plus ressenti depuis. Noah l'a emporté avec lui pour voir s'il le ressentirait à nouveau. Henri est en fait venu parler de l'épée parce qu'il s'est renseigné à son sujet. Albert a dit des choses étranges à son sujet, alors Henri a décidé d'enquêter. Il a découvert que le Léviathan semblait avoir sa propre volonté et qu'il n'obéissait qu'à celui qui le reconnaissait comme son maître. Noah considère l'épée comme un chien enragé, ce qui signifie qu'il devra gagner sa reconnaissance. Henri dit à Noah de la garder avec lui s'il le faut, mais le met en garde contre son utilisation. Il ne donne aucun détail et dit seulement à Noah que sa vie prendra fin s'il essaie de l'utiliser. Peu après, Noah arrive à Dozo, et Zoé est horrifiée de voir l'étendue des dégâts. Les maisons sont complètement détruites, et Noah en conclut qu'il sera plus difficile qu'il ne le pensait d'acheter le terrain.
Les titres de propriété ont probablement été détruits, ils devront donc les acheter à partir de la liste détenue par les services administratifs. Dylan et Zoé sont tous deux stupéfaits que Noah ait pu déterminer tout cela d'un seul coup d'œil. Noah dit à Dylan de se dépêcher d'aller au bureau et qu'il prendra ses responsabilités si quelque chose arrive. Noah demande ensuite à Zoé de lui faire visiter les lieux afin qu'il puisse inspecter le terrain. Les légumes racines ont déjà commencé à pourrir, Noah en conclut donc qu'il n'y aura pas de récolte cette année. Zoé lui dit qu'il pourrait être dangereux de rester ici, mais Noah s'en moque. Si elle essaie de l'en empêcher à cause des mauvaises personnes qui pourraient se trouver ici, il s'enfuira seul pendant la nuit. À ce moment-là, ils entendent une cloche et Zoé explique que de la nourriture est distribuée aux sans-abri. Cela signifie que l'Empire fait son travail pour aider la population, mais la nourriture est très fade. Ce n'est guère plus que de l'eau bouillie et le goût est horrible. Noah est contrarié parce qu'elle est déjà avariée, mais les gens savent qu'ils ne peuvent pas en demander trop. Ils disent qu'ils ont déjà de la chance de pouvoir manger, alors ils acceptent tout ce qu'on leur donne. Noah n'arrive toujours pas à croire que l'Empire distribue de la nourriture avariée, mais son interlocuteur commence à s'inquiéter, quelqu'un est arrivé pour une inspection, et il s'agit d'un représentant du gouvernement local. Il s'agit de Lord Gerald, qui va vérifier la nourriture. Il se contente de la regarder et décide qu'elle lui semble correcte. Elle sent si mauvais qu'il doit se couvrir le nez, mais il l'approuve quand même. Noah ne laisse pas passer cela et souligne que Lord Gerald doit recevoir des pots de vin. Dylan et Zoé sont horrifiés de voir Noah parler ainsi à ce noble, mais il est trop tard. Noah accuse Gerald de ne se soucier absolument pas du peuple et affirme que la seule raison pour laquelle il a embauché ces personnes pour distribuer de la nourriture était pour pouvoir détourner une partie de l'argent. Gerald ne le nie pas et explique que c'est un travail difficile. Cela demande beaucoup d'efforts, donc recevoir de l'argent en échange est un privilège accordé à ceux qui donnent tant. Ces hommes éclatent alors de rire lorsqu'il dit que ce gamin vient d'apprendre une bonne leçon. Noah ne rit pas, cependant, et il n'aime pas le ton condescendant de Gerald. Noah est clairement en colère, et nous voyons que quelque chose arrive au Léviathan. Noah explique que s'enrichir grâce aux rations destinées aux victimes de catastrophes est un crime, mais Gerald n'apprécie pas du tout cela. Il explique qu'insulter Noah revient à insulter Siron, le souverain de tout ce territoire. Il se demande si Noah sait qui il est, mais Noah l'interrompt. Noah dit que les types qui tyrannisent les faibles pour gagner plus de pouvoir le dégoûtent. La colère de Noah continue de monter, et nous voyons que l'obscurité autour de son épée commence à s'étendre. Gerald rappelle à Noah un chien en colère, ce qui lui fait penser au Léviathan. Noah s'apprête à prononcer la punition de Gerald, mais Gerald est lui-même en colère. Il s'apprête à attaquer Noah, mais Noah annonce que la punition de Gerald sera la mort. Alors que la tension atteint son paroxysme, le Léviathan fond sur notre héros. Zoé est horrifiée, pensant qu'il l'a transpercé, mais l'épée s'est en fait arrêtée juste à côté de Noah. Noah comprend que le Léviathan est en colère parce qu'il a associé son nom à un déchet comme Gerald. Il dit que si l'épée est vraiment en colère, alors il veut qu'elle lui montre sa force. À ce moment-là, le Léviathan libère son pouvoir et commence à consumer notre héros. Noah se débat, car il ressent une douleur intense, et il reconnaît à quel point l'épée est puissante. Il est clair que le Léviathan tente de soumettre Noah en lui prouvant sa puissance. Il veut que Noah admette qu'il est faible par rapport à lui, mais Noah est déçu. Il souligne que les forts ne font étalage de leur puissance que devant les faibles, car ils craignent quelqu'un d'encore plus fort. Noah subit beaucoup de dégâts à cause de l'épée, mais il parvient à y résister. Il déclare que si quelqu'un est avec beaucoup de pouvoir, il doit l'utiliser pour le bien du peuple. Il annonce que c'est son privilège en tant que noble et parvient à s'emparer de l'épée. Noah ordonne au Léviathan de lui obéir, ce que fait l'épée. Gerald poursuit son attaque, mais il n'est pas de taille face à Noah et sa nouvelle épée. Noah, impitoyable, décapite Gerald, et les chevaliers décident qu'ils doivent éliminer le garçon. Noah n'a encore montré qu'une infime partie de son pouvoir, et il lance alors une attaque qui stupéfie tout le monde. Il invoque un gigantesque pilier d'eau qui creuse un énorme trou dans le sol. Les dégâts sont si importants que le fond du trou est invisible, et Noah dit au Léviathan que son pouvoir est fou. À ce moment-là, d'autres chevaliers arrivent, et les distributeurs de nourriture leur annoncent qu'un enfant a éliminé leur Gerald. Le capitaine des chevaliers s'appelle Rowan, et il s'incline immédiatement devant le 13e prince. Noah est surpris de voir que quelqu'un le reconnaît, et Rowan s'excuse pour la façon dont il a été traité. Rowan n'a été envoyé ici que récemment, et il est en fait un serviteur du prince Henri. Tout le monde est confus, alors Rowan leur dit qu'il se trouve en présence du 13e prince. Ils s'inclinent tous devant lui, mais Noah est préoccupé par autre chose. Il explique que quelqu'un a engagé ses distributeurs de nourriture pour toucher des pots de vin, alors il a puni l'homme qui était derrière tout cela. Noah désigne les complices de Gerald et ordonne à Rowan de leur infliger la punition qu'ils méritent. Quant à la distribution de nourriture, Noah annonce qu'ils vont recommencer à zéro. Il dit qu'à partir de maintenant, la soupe sera beaucoup plus épaisse et fraîchement préparée. Elle devra être si dense qu'il pourra y planter une cuillère sans qu'elle ne tombe. Rowan promet de s'en occuper, et les villageois n'arrivent pas à croire qu'ils vont enfin pouvoir manger de la vraie nourriture. Ils acclament tous le prince Noah,
et Zoé dit qu'il est vraiment incroyable. Ailleurs, Albert est informé de ce qui s'est passé. Il se rend compte que non seulement Noah n'a pas été mordu, mais que le chien enragé s'est en fait soumis à lui. Albert n'aurait jamais pu imaginer cela, et il en conclut que Noah pourrait être encore plus utile qu'il ne le pensait. Peu après, Noah est convoqué pour rencontrer l'empereur. Ce dernier a appris que Noah avait vendu une partie des terres qu'il lui avait accordées et qu'il avait utilisé l'argent pour acheter un village entier. Noah ne peut le nier, alors il se prépare à recevoir sa punition. Il est cependant surpris lorsque l'empereur le remercie à la place. Les efforts de Noah ont empêché quiconque de profiter de l'inondation. Si cette catastrophe naturelle avait été suivie d'une catastrophe d'origine humaine, ils auraient dû mobiliser les ressources impériales pour nettoyer les dégâts. L'empereur se demande comment Noah a eu connaissance de l'inondation, et Noah lui explique que c'était simplement une coïncidence. Sa servante était originaire de ce village, et il a simplement agi rapidement. L'empereur a également entendu dire que Noah avait maîtrisé une épée magique d'eau dans ce village, et Noah n'arrive pas à croire qu'il soit au courant. Ce n'est pas tout ce qui le choque, car l'empereur déclare qu'il aimerait revoir les capacités de Noah. Le prêtre va vérifier, comme lorsque Noah est né, et il affiche l'écran de statut de Noah. Noah ne s'est pas vérifié depuis quelques jours, et il vient de réaliser quelque chose. Il s'avère que ce ne sont pas seulement ses subordonnés humains qui peuvent améliorer ses statistiques. Sa statistique d'eau a encore augmenté, et c'est parce que Noah a réussi à faire du Léviathan son subordonné. L'empereur est émerveillé, et Noah constate que son attribut d'eau est désormais de rang triple. L'empereur souhaite que Noah continue à l'aider, et Noah accepte. Plus tard, Noah va voir une chanteuse se produire, et nous apprenons qu'il a donné plus de travail à Zoé pour la remercier de son aide dans son village. Zoé fait du bon travail, et elle prête attention aux plus petits détails, donc il lui a donné plus de responsabilités. Noah est très intelligent dans la façon dont il choisit ses partisans, et il dit qu'on ne peut jamais avoir trop de personnes brillantes qui travaillent pour vous. Noah observe ensuite attentivement une chanteuse se produire devant une grande foule. Elle s'appelle Alishay, et Noah peut en déduire beaucoup sur elle par sa façon de chanter. Elle chante avec sincérité, et elle prend cela très au sérieux, ce qui signifie que c'est une fille très consciencieuse. C'est alors que des hommes font irruption pour arrêter le spectacle, et ils se demandent pourquoi Alishay perd son temps. Il souligne qu'elle ne gagnera pas assez d'argent pour rembourser la dette de son père de cette façon, donc elle doit faire autre chose. Alishay explique que chanter est tout ce qu'elle a, mais cela ne fait que rendre les hommes encore plus contrariés. Ils indiquent qu'il y a une meilleure façon pour une femme de gagner de l'argent, et Alishay est horrifiée par ce qu'ils sous-entendent. Tout le monde dans la foule est trop terrifié pour dire quoi que ce soit, mais une seule voix attire l'attention des voyous. C'est Noah, mais les hommes lui disent de rentrer courir vers sa maman. Noah ignore l'insulte et se contente de citer la loi impériale 67, article 2. Elle stipule qu'il est illégal de faire assumer aux enfants les dettes de leurs parents. Noah monte sur scène et déclare que forcer Alishay à rembourser la dette de son père et lui ordonner de vendre son corps pour le faire est un crime. Un des voyous dit avec colère à Noah de ne pas s'en mêler, mais Noah les attaque instantanément en invoquant le Léviathan. Noah se demande s'ils veulent vraiment continuer, mais les hommes ne veulent pas s'attaquer à lui et à son épée terrifiante. Ils s'enfuient, mais promettent de ne pas oublier cela. Noah dit au propriétaire de l'informer si ces hommes reviennent un jour, et l'homme est choqué d'apprendre que Noah est un prince. Noah dit à Alishay qu'il est très impressionné par sa voix, et il se demande combien sont ses frais de vie chaque mois. Alishay ne veut même pas le dire parce que c'est beaucoup à cause du traitement qu'elle doit payer pour la maladie de sa mère. Noah n'attend même pas sa réponse et dit simplement 25 renés. Alishay ne comprend même pas ce qui se passe, donc Noah explique que c'est ce qu'il lui paiera chaque mois pour qu'elle puisse se concentrer sur le chant. Ce n'est même pas le meilleur, car il explique qu'il augmentera le montant à mesure qu'elle s'améliorera. Alishay est choquée par son incroyable gentillesse, alors elle remercie notre héros. Noah dit que ce n'est pas un problème et qu'il aimerait entendre le reste de sa performance. Lorsque Noah retourne chez lui, on lui dit que des prêteurs sont venus le voir. Noah remarque que ce sont les voyous d'avant, et on lui dit qu'ils veulent s'excuser auprès de lui. Noah détermine qu'ils veulent juste s'excuser après avoir découvert qui il est, alors il dit à sa servante de les faire renvoyer. Il a également un message pour eux, à savoir qu'un prince n'est pas quelqu'un qu'ils peuvent voir quand ils le veulent. Henri arrive, et il est impressionné par la façon dont Noah a géré la situation, accorder une audience à des hommes comme eux dévaloriserait le statut de Noah en tant que membre de la royauté, donc il a raison de les renvoyer. Noah est d'accord, mais il explique qu'il a une autre raison de s'en débarrasser. Il va aider Alishay, donc il veut que les prêteurs pensent qu'il est encore en colère contre eux. Tant qu'ils pensent que Noah est en colère, ils n'embêteront pas Alishay. Henri est vraiment impressionné car cela signifie que Noah pense très loin à l'avance. Il souligne que leurs frères Frank et Gary sont plus proches de l'âge de Noah, mais ils ne pensent pas du tout comme lui. Gary est le plus coupable de mauvaise conduite parce que, malgré tous les enseignements qu'il reçoit, il n'a toujours pas appris ses manières. Noah est sûr que ses frères apprendront assez tôt, mais au fond de lui, il n'en est pas si sûr. C'est alors que Henri change de conversation, car il aimerait reparler de l'épée magique. Il semble que Noah l'ait maîtrisée, et Noah en donne le mérite à Henri.
C'est Henri qui a dit que le Léviathan a une volonté propre, et il avait raison. Henri ne peut que se demander comment Noah la transporte, car il se souvient que l'épée est énorme. C'est alors que Noah le choque en le faisant sortir de son siège en invoquant le Léviathan. Noah révèle qu'il cache l'épée dans sa manche en la réduisant à une taille minuscule. Henri n'a jamais rien vu de tel auparavant, et Noah explique que l'épée elle-même lui a appris à la réduire. C'est totalement sans précédent, et Henri ne peut pas le croire. Le Léviathan a été isolé comme trésor national pendant 2 siècles, et même les archives d'avant ne mentionnent rien à ce sujet. Henri le résume à Noah qui est tout simplement incroyable, et il le crédite d'avoir débloqué le véritable potentiel de l'épée. Cette nuit-là, nous voyons que les prêteurs s'inclinent toujours devant la porte. Cela fait des heures, donc les hommes perdent patience. Un homme commence à lancer des injures contre le château et dit à Noah de ne pas faire le fier en les ignorant. Les autres hommes essaient d'arrêter leur chef, mais ils jurent d'éliminer Noah pour les avoir ignorés. Noah utilise alors une nouvelle capacité, car il force les hommes à taire rien qu'en les fixant du regard. Henri peut dire que Noah a failli assommer ces hommes rien qu'en les regardant, donc il ne peut que se demander ce que Noah a fait cette fois. Noah révèle qu'il a libéré juste un petit peu du pouvoir du Léviathan et l'a utilisé pour les menacer. Un peu plus tard, Noah arrive dans une salle et est accueilli par Redok. Lorsqu'il entre dans le bâtiment, tout le monde commence à applaudir pour lui, et il parle du fait qu'il est le 13e prince. Il a l'air si digne pour quelqu'un de son âge, et il est clair qu'il est le fils du roi. Redok se demande ce que Noah porte à sa taille, donc Noah explique que c'était un cadeau du prince héritier. Il dit simplement que c'est le Léviathan, et tout le monde est choqué. Cette épée est un trésor national, et tout le monde est émerveillé car c'était un cadeau direct du prince héritier. Un imbécile dans la foule dit que c'est probablement juste une réplique jouet, mais il est horrifié quand il réalise que Noah l'a blessé. Le Léviathan lui-même est encore plus contrarié que Noah, et il ne peut pas retenir sa soif de sang. Son obscurité se propage dans toute la pièce, donc Noah doit ordonner de se retenir. Le Léviathan obéit immédiatement aux ordres de Noah et retire son pouvoir obscur avant que quiconque ne perde la vie. Noah détermine que le Léviathan était en colère parce que son maître a été insulté, mais ce n'est pas acceptable. Noah dit à l'épée qu'il apprécie sa loyauté, mais il dit qu'elle est allée trop loin. Redok est étonnamment satisfait de la démonstration, car il est sûr que tout le monde a senti qu'ils étaient très proches de perdre la vie. C'était le vrai pouvoir d'un trésor national, et ce qui vient de se passer démontre clairement que Noah a le contrôle de ce pouvoir écrasant. La foule adhère à ce qu'il dit, car il détermine que Noah leur a sauvé la vie à tous avec un seul mot. L'épée était prête à leur faire payer d'avoir douté de Noah, mais Noah leur a épargné la vie par miséricorde. Cela les fait tous adorer Noah encore plus, donc ils l'acclament une fois de plus. Redok se demande ce qu'il devrait faire à propos de l'homme qui a douté de lui, donc Noah dit simplement de le laisser tranquille. Il s'est déjà ridiculisé lui-même, et il ne peut pas s'en cacher. Au fur et à mesure que la nuit avance, tout le monde se présente à tour de rôle au prince. Un homme se présente lui-même et sa fille, et Noah impressionne tout le monde, car il est capable de déduire beaucoup de choses sur eux d'un seul regard. Il peut dire que le père est un noble de 2e ou 3e génération et que sa fille est adoptée. Noah est capable de deviner cela parce que le père a la prestance de quelqu'un qui est né dans un rang élevé, mais sa fille ne l'a pas. De plus, Noah peut dire que sa fille est une ancienne esclave. Il a atteint cette conclusion parce qu'au moment où elle s'est sentie troublée, elle lui a donné un regard curieux. C'est un regard unique aux personnes qui ont été esclaves, et Noah l'a remarqué immédiatement. Le père, nommé Alan, ne peut pas croire que Noah ait pu dire tout cela, et il confirme tout. Il a acheté la fille, nommée Cindy, comme esclave à l'origine, mais elle apprend très vite, donc il lui a enseigné en tant que fille adoptive. Noah les surprend alors, car il dit qu'il aime vraiment les histoires comme celle-là. Il aimerait en entendre plus, donc il dit qu'il aimerait qu'il visite son manoir un jour. Les deux remercient le prince et prennent congé. Noah est encore plus impressionné par Alan parce qu'il savait quand c'était le moment parfait pour partir. Redok est d'accord que l'homme est très intelligent car s'il était resté plus longtemps, tout le monde lui envierait. La foule remarque encore Alan parce qu'il a été le premier à être reconnu par le prince. C'est alors que Noah révèle qu'il y avait une autre façon de dire que Cindy n'était pas la vraie fille d'Alan. Noah le démontre en libérant une partie du pouvoir maléfique du Léviathan, et Cindy le remarque immédiatement. Noah révèle que Cindy protège Alan depuis la première fois où il a utilisé l'épée comme une menace. Une fille de son âge serait normalement celle qui est protégée, mais elle n'est pas une fille ordinaire. Redok est choqué parce que Noah le savait depuis le tout début, et il dit qu'il n'a jamais été aussi impressionné par qui que ce soit auparavant. Le lendemain, Noah est accueilli par le 8e prince, nommé Oscar. Noah dit qu'il est juste sorti se promener, donc Oscar dit qu'il devrait le rejoindre dans une chasse au trésor. Noah accepte, donc il se dirige vers Cobalt Street. Noah a entendu parler de cet endroit avant parce qu'on dit que des antiquités de tout l'Empire peuvent être trouvées ici. Oscar dit que c'est vrai, mais il peut aussi y avoir beaucoup de contrefaçons. Trouver le vrai trésor parmi eux est quelque chose que tout noble devrait pouvoir faire. Les hommes passent la journée à chercher de grands trésors, mais à la fin, ils ne trouvent rien de bon.
Oscar appelle cela de la malchance, et il est surpris quand Noah achète quelque chose. C'est un livre bon marché qui ne coûte que 3 renés, donc Oscar suppose que Noah l'a acheté juste parce que c'était une bonne affaire. Noah dit que le livre l'a juste rendu curieux, et Oscar est choqué quand il réalise ce que c'est vraiment. Il ne peut pas le croire au début, mais un regard plus attentif le rend certain. C'est le grimoire d'Andrea, qui était un sorcier légendaire. C'est la copie originale, ce qui signifie que c'est sans aucun doute un véritable trésor. Selon ce qu'il y a dans le livre, Noah pourrait peut-être le vendre pour 1000 renés. C'est vraiment incroyable, donc Oscar se demande comment Noah savait ce que c'était. Noah, bien sûr, ne le savait pas, mais au moment où il l'a touché, un plus a été ajouté à sa statistique de vent. C'est alors que Noah réalise quelque chose, et le Léviathan commence à trembler de manière incontrôlable. L'épée l'a également réalisé, et Noah la prend et la pointe vers le livre. Seuls les êtres avec leur propre volonté peuvent ajouter à ces statistiques, ce qui signifie que ce livre doit avoir une volonté propre. Menacer le livre avec son épée le fait réagir, et il commence à libérer son propre pouvoir. Le livre s'ouvre sur une page avec un cercle magique, et encore plus de puissance en sort. Quelque chose de terrifiant émerge du livre, et Oscar est incrédule. Il ne comprend pas ce qui se passe, et il se demande si le livre est un tome interdit avec l'âme du sorcier scellée à l'intérieur. La situation devient plus dangereuse chaque seconde, donc Oscar dit à Noah de courir. Il a déterminé que cet être est l'esprit vengeur du grand sorcier, qui a maîtrisé la magie du vent. Des vents violents commencent à remplir l'air, donc Oscar dit encore à Noah de courir. Noah refuse, cependant, et il dit à l'esprit de partir. Il déclenche une attaque d'eau immensément puissante du Léviathan, et cela bat immédiatement l'esprit. Le ciel est à nouveau clair, et Noah confirme que l'esprit est parti parce que sa statistique de vent ne montre plus de plus. Oscar vérifie s'il y a des dégâts collatéraux, mais Noah l'assure que tout va bien. Noah ne voulait blesser personne ni endommager aucun des bâtiments, donc il a visé son attaque vers le haut. Oscar est encore une fois émerveillé par lui parce que Noah a pu prendre ce genre de décision en un instant. Il ne se souvient pas que Noah était comme ça, donc il ne peut que se demander quand il est devenu si fort. C'est alors qu'un marchand nommé Barley se présente. Après avoir vu de quoi Noah est capable, il a décidé de lui montrer quelque chose. Noah se demande si c'est une sorte de trésor, mais le marchand n'en est pas vraiment sûr. Il le leur montre et explique que c'est une bague qui ne montrera sa vraie forme que lorsque son vrai propriétaire apparaîtra. Barley l'a montré à beaucoup de gens, mais elle ne répond jamais. Elle ne fait rien maintenant, donc Noah dit que ça pourrait aussi être juste des déchets. Le marchand y a pensé avant, et il a même essayé de s'en débarrasser plusieurs fois. Cependant, peu importe combien de fois il la jette, la bague ne cesse de revenir. Elle réapparaît toujours dans son magasin, ce qui le rend certain qu'il y a quelque chose de spécial à son sujet. Noah l'essaie, et Barley est choqué car elle commence à briller pour la première fois. Une voix mystérieuse déclare que la limite de niveau a été confirmée. Elle révèle que c'est un objet de triple rareté, et elle vient de reconnaître Noah comme son nouveau propriétaire. Elle dit armure, et un liquide étrange commence à en couler. Il se déplace sur les bras et les jambes de Noah, et les hommes sont choqués lorsque la vraie forme de la bague est finalement révélée. Même Noah est émerveillé parce que la bague s'est transformée en une armure qui couvre les bras et les jambes de Noah. Il n'y a pas de changement dans ses statistiques, cependant, ce qui signifie que ce n'est pas le même genre d'être que ce grimoire ou le Léviathan. La bague est sans aucun doute un objet très spécial, cependant, et elle aura ses utilisations. Noah dit qu'il achètera la bague à Barley, et il fera envoyer les paiements plus tard. Oscar, cependant, propose de la payer et dit que Noah peut simplement la considérer comme un cadeau. D'abord, Noah a réveillé une épée magique, et maintenant il a fait de même pour une bague magique, donc Oscar est sûr qu'il y a quelque chose de très spécial chez Noah. Les deux hommes finissent par se séparer, mais le prêteur apparaît pour attaquer Noah. Les amis de Noah essaient de le protéger, mais il n'en a pas besoin. Au lieu de cela, il active sa bague et bloque tout le monde en l'utilisant pour créer un bouclier. L'homme est traité, et Noah range son bouclier. Oscar ne se souvient pas avoir vu cela avant, donc Noah explique qu'il a lié la bague avec le Léviathan. Noah n'était pas sûr de ce qui se passerait, mais la bague semble avoir réagi à l'hostilité de l'homme avec une défense automatique. Oscar est encore une fois émerveillé, car il réalise que Noah a déjà maîtrisé le pouvoir de la bague en si peu de temps. Plus tard, Noah va revoir Alichet se produire, et il pense au fait que le prêteur est fichu après l'avoir attaqué. Ils n'embêteront plus Alichet non plus, donc il se rappelle de lui dire cela plus tard. C'est alors qu'un homme ivre saute sur la scène pour draguer Alichet. Un autre homme dit qu'il l'a vu en premier, donc ils commencent à se disputer. Une bagarre est sur le point d'éclater, mais Noah sort de nulle part pour les arrêter avec son bouclier. Il enchaîne avec une attaque de son épée, et les hommes s'enfuient pour sauver leur vie. Le propriétaire s'excuse pour ce qui s'est passé, donc Noah lui dit de ne jamais laisser entrer des hommes comme eux à nouveau. Le propriétaire souligne que des clients comme eux sont ceux qui font vivre son entreprise, donc il n'a pas d'autre choix. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter, et il stupéfie l'homme en disant qu'il achètera simplement toute l'entreprise. Noah demande à Zoé de lui montrer l'argent,
et il propose de payer l'homme 1000 renés. Le propriétaire accepte avec joie, donc Alichet ne sait pas comment rembourser Noah pour tout ce qu'il a fait. Noah explique que tout ce qu'il veut d'elle, c'est sa musique, donc elle peut le rembourser en continuant à chanter. Elle se demande s'il aime vraiment autant son chant, et Noah explique qu'il voit beaucoup de potentiel en elle. Il veut que l'empereur l'entende un jour, donc il lui dit de se consacrer au chant jusqu'à là. Alichet ne pourrait pas être plus heureuse, donc elle promet de travailler aussi dur qu'elle le peut. Pendant qu'elle chante, Noah détermine que son jugement était exact car investir dans les gens est le vrai trésor. Quelque temps plus tard, on informe Noah qu'il a un invité. Son nom est Marley, et il est le gouverneur général d'un endroit appelé Auljoie. Marley a reçu un ordre impérial pour gérer le contrôle des inondations à Auljoie, mais cela ne se passe pas très bien. Auljoie est une région fertile et productrice de céréales située dans le méandre d'un grand fleuve, mais elle souffre d'inondations. L'empereur a nommé Marley, originaire d'Almaria, le foyer du clan de l'eau, pour la gouverner, espérant qu'il pourrait la stabiliser. Marley explique que le problème est qu'ils n'ont reçu aucun financement, et qu'ils ne peuvent pas utiliser de l'argent qu'ils n'ont pas. Marley travaille sous un ordre impérial, donc Noah dit qu'il doit y avoir de l'argent à sa disposition. Marley explique qu'ils étaient censés recevoir de l'argent, mais que le ministre des Finances ne le leur a pas donné. Noah ne perd pas de temps, et il dit à Marley de le suivre. Il rencontre le ministre des Finances, nommé Maverick, et Noah va droit au but. Maverick a retardé la distribution des fonds, et Noah exige de savoir pourquoi. Maverick nie avoir retardé les fonds, alors Noah se demande pourquoi il ne donne pas l'argent à Marley. Maverick l'assure qu'il y a une très bonne raison à cela, mais Noah voit déjà où cela mène. Il dit à Maverick que s'il va dire qu'un enfant ne comprendrait pas, alors il ferait mieux de se taire. Maverick est pris au dépourvu par l'assurance de Noah, et il dit qu'il ne serait jamais aussi impoli. Noah lui ordonne alors de leur donner la raison. Ainsi, Maverick explique, Auljoie a également subi de gros dégâts d'inondation l'année dernière, donc, par la bonté du cœur de l'empereur, il leur a accordé une exemption totale d'impôts pour toute une année. Cela signifie qu'ils devraient avoir de l'argent supplémentaire en ne payant pas d'impôts, et c'est l'avis de Maverick qu'il devrait utiliser cet argent pour le travail de Marley. Marley a déjà entendu cette excuse, et il craint que Noah ne cède, mais il est choqué lorsque Noah s'énerve réellement. Noah se demande si Maverick le méprise, car il ne considérerait jamais cela comme une bonne raison. Auljoie a eu une inondation, donc l'empereur leur a donné une exemption fiscale parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer. Maverick parle comme s'ils avaient cet argent, mais il n'a jamais existé en premier lieu. Noah dit qu'il va demander une dernière fois, alors il demande à Maverick s'il le méprise. Maverick est surpris, et il dit qu'en vérité, il ne peut pas envoyer l'argent maintenant. Il semble trouver une excuse sur le moment en disant que la raison concerne l'empereur lui-même. Il explique qu'actuellement, il y a un projet de construire la retraite estivale de l'empereur. L'empereur n'est plus jeune, donc il devrait passer ses étés à l'abri de la chaleur et dans un endroit plus frais. Ce n'est qu'une retraite, mais c'est pour l'empereur, donc ils ont décidé de lui construire une villa royale. Cela signifie construire une ville entière que l'empereur pourra probablement appeler sa villa, et cela nécessite une somme d'argent considérable. Marley entend qu'il implique l'empereur, donc il craint que Noah ne cède sûrement cette fois, mais Noah le choque encore une fois. Noah interrompt l'explication de Maverick et lui dit de se taire. Noah dit que Maverick commet un grave crime contre la famille royale, et Maverick est terrifié. Le fait que Maverick dise qu'ils n'ont pas assez d'argent est ridicule, et Noah se demande si Maverick pense que l'empereur est une sorte d'idiot. C'est la dernière chose que Maverick voudrait qu'il pense, donc il s'excuse pour le malentendu. Noah lui dit simplement de distribuer les fonds, et il menace de faire appel à l'empereur lui-même s'il ne le fait pas. Maverick est terrifié à cette idée, alors il dit qu'il fournira immédiatement des fonds à Auljoie. Marley est complètement choqué parce que Noah a fait plier le ministre des Finances sans lever le petit doigt. Il dit à Noah que sa manière de négocier est brillante, il a pris Maverick dans ses mensonges et contradictions avec une maîtrise verbale. Noah a son admiration la plus totale, et tout ce qu'il peut faire maintenant est de s'incliner devant lui. Marley le remercie et dit qu'il va se dépêcher de retourner et de procéder aux mesures de contrôle des inondations. Après son départ, on informe Noah que l'empereur veut le voir. L'empereur dit qu'il a bien fait, car il a entendu que Noah a repris Maverick lors d'une négociation. Cela vient juste de se passer, donc Noah ne peut que se demander comment l'empereur est déjà au courant. Noah est incroyablement humble, donc il dit qu'il n'a fait que ce que n'importe qui ferait. L'empereur est d'accord, mais il souligne que ce qui est naturel ne vient pas toujours facilement. Il y a beaucoup de beaux parleurs qui savent utiliser la flatterie, donc peu de gens peuvent faire ce qui est juste avec une aisance naturelle. L'empereur pose sa main sur la tête de Noah et dit que ce qu'il fait est très impressionnant pour quelqu'un qui n'a que 6 ans. Il voit que le Léviathan est plus petit qu'avant, et il est impressionné que Noah ait pu le maîtriser. L'épée magique a une histoire très sombre, donc l'idée que Noah la maîtrise pleinement ne peut être décrite que comme remarquable. Noah sait exactement de quoi il parle, car s'il n'avait pas arrêté le Léviathan l'autre jour, il aurait éliminé tout le monde à la fête. L'empereur pense que ce serait une bonne idée pour Noah d'apprendre quelques techniques pour manier une épée, donc il a convoqué un instructeur d'escrime. Son nom est Damien Noble,
et il est le plus grand épéiste de l'Empire. On dit que personne ne peut égaler ses compétences, donc Noah promet d'apprendre tout ce qu'il peut de lui. Noble demande immédiatement un assaut avec Noah, et l'empereur est surpris car Noah ne connaît encore rien à l'escrime. Noble lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a seulement l'intention d'observer l'aptitude de Noah, pas sa technique. L'empereur l'autorise, donc Noah réalise que ce type a clairement la confiance de son père. Leur assaut commence, et Noble dit à Noah de l'attaquer comme il le veut. Noah se prépare, et il est surpris de sentir que le Léviathan tremble d'excitation. Les deux combattants s'affrontent, et Noah remarque que les souvenirs du Léviathan affluent en lui. Ce sont les souvenirs de tous ses anciens propriétaires, et cela inclut leur capacité de combat. Noah parvient à arracher l'épée des mains de Noble, et il détermine que c'est vraiment une épée magique qui choisit son propre maître. Ses anciens propriétaires devaient être très compétents, et maintenant Noah manie ce pouvoir. Noble s'excuse auprès de l'empereur car il n'a rien à apprendre au prince. La force et la vitesse de Noah sont définitivement celles d'un enfant, mais il l'a désarmé en utilisant la technique seule. La raison pour laquelle Noble n'a rien à lui apprendre est que Noah possède déjà la compétence en escrime d'un maître. L'empereur ne peut que rire, car il est une fois de plus impressionné par son fils incroyable. Il a une idée et dit qu'il va faire de Noah un juge lors de l'examen de sélection des chevaliers de cette année. Il pense qu'il n'y a personne de mieux adapté pour ce travail, donc Noah accepte. L'examen de sélection des chevaliers est un événement annuel impliquant des participants de tous les coins de l'Empire. Pour cet empire, une nation de guerriers qui chérit son armée, on dit que la voie du guerrier est le seul chemin vers le succès. Lors de l'examen, les combattants qui remportent les préliminaires régionales se rencontrent dans la capitale pour les batailles finales. Celui qui émerge victorieux gagne le titre de chevalier et rejoint immédiatement les rangs supérieurs de la société. Le premier travail du nouveau chevalier est de devenir un subordonné du juge en chef. Cela signifie que Noah aura un puissant chevalier sous ses ordres, et il a très hâte. Avec un chevalier talentueux à son service, Noah sait qu'il deviendra encore plus fort. On ne peut pas dire à quel point cela augmentera ses statistiques, et il a hâte de le découvrir. La première décision que le juge en chef doit prendre est de savoir comment il jugera l'événement. Les gagnants seront soit décidés par un tournoi toute ronde soit par élimination. Noah dit qu'il n'a qu'une seule demande, et explique qu'il veut supprimer les préliminaires régionales. Ainsi, il pourra faire tous les jugements ici dans la capitale et tout voir de ses propres yeux. L'empereur ne peut que se demander pourquoi, donc Noah explique que leur nation est vaste, il ne peut pas observer toutes les préliminaires dans chaque région, et il ne voudrait pas que de forts candidats soient exclus pour des raisons aléatoires. Il ne veut laisser aucune pierre non retournée, et il ne veut tout simplement pas passer à côté de bons talents. L'empereur est ravi d'entendre cela, donc il dit à Noah de faire comme il lui plaît. Plus tard, Noah se demande s'il y a des participants à l'examen de sélection des chevaliers dans le village de Zoé. Zoé confirme qu'il n'y en a qu'un que leur village envoie à l'examen chaque année. Noah explique qu'il a supprimé les préliminaires régionales cette année, donc son village peut envoyer plus de participants. Zoé est prise au dépourvu, donc Noah se demande ce qui ne va pas. Elle dit que ce n'est rien, mais Noah peut voir qu'elle veut dire quelque chose. Il l'assure qu'il n'est pas en colère ou quoi que ce soit, il veut juste savoir ce qu'elle pense. Zoé explique que la raison pour laquelle son village n'envoie qu'un seul challenger est qu'ils ne peuvent pas se permettre les frais de voyage et d'hébergement. Tout coûte plus cher dans la capitale, donc il faut des dons de tous les villageois juste pour envoyer un challenger. C'est exactement le genre de choses que Noah voulait savoir, car cela pourrait l'empêcher de trouver le meilleur concurrent absolu. Noah veut choisir parmi autant de personnes que possible, et ce ne serait pas bon de passer à côté de talents pour ce genre de raisons. Il ne veut pas qu'un seul challenger dans la nation soit laissé de côté, donc il dit qu'il couvrira tous les frais de voyage et d'hébergement. Zoé souligne que cela coûterait une somme considérable d'argent, mais Noah a un plan. Il ordonne à Dylan de découvrir combien de maisons vacantes il y a dans la capitale et de les acheter toutes. S'il n'y a pas assez de maisons, alors ils construiront un dortoir. Quant au repas, il dit à Dylan de parler à tous les marchands avec lesquels ils ont des relations. Noah dit qu'il parlera même avec certains d'entre lui-même, et Zoé est encore une fois émerveillée par lui. Quelque temps plus tard, Noah ne peut pas le croire lorsqu'il voit la facture pour toute la nourriture qui va nourrir chaque participant. Ce n'est pas du tout autant qu'il l'avait imaginé, donc Alan explique qu'ils ont fait une énorme réduction car c'est une demande du 13e prince. Noah n'y croit pas, et il est sûr qu'Alan ment, les marchands ne donnent pas d'argent par simple compassion, donc Noah se demande ce qu'Alan veut de lui. Noah a encore raison, et Alan ne peut pas croire qu'un garçon de son âge comprenne si bien le monde. Alan avoue et explique ce qu'il veut, il y a un examen de placement professionnel organisé à peu près à la même échelle que l'examen de sélection des chevaliers. Alan veut placer une fille dans le palais, mais ce n'est pas facile. Noah réalise que si Alan avait quelqu'un dans le palais, alors il serait le premier à entendre de nouvelles informations. Aussi, si elle était ordonnée de passer des nuits avec l'empereur en tant que concubine, les profits seraient incommensurables. Alan ne veut pas que Noah pense que c'est une sorte d'ultimatum, donc il dit qu'il a déjà envoyé un gage de gratitude au manoir de Noah. Noah peut dire que ce n'est qu'un paiement anticipé pour l'aider, donc il détermine qu'Alan est assez intelligent.
Noah accepte de mettre un mot pour la fille, mais seulement si c'est une fille que Noah aime. Alan est incroyablement reconnaissant, mais Noah lui rappelle que ce doit être une fille qui l'approuve sincèrement. Alan promet de choisir une fille qui répond aux normes de Noah, et il révèle autre chose. Il dit que Noah est incroyablement gentil et a une perception très aiguë qui élève Noah au-dessus de tout le monde à ses yeux, c'est pourquoi il aimerait ajouter le blason de la maison du 13e prince à l'enseigne de son magasin. Cela signifie qu'il est prêt à se consacrer pleinement au service de Noah, donc Noah doit lui expliquer qu'il ne tolérera aucune trahison. Alan jure de lui rester loyal, donc Noah accepte son service. Cette nuit-là, Noah pense à comment accepter Alan comme subordonné à augmenter ses statistiques. L'augmentation est corrélée aux capacités du subordonné, donc Noah détermine que s'il continue ainsi, il peut devenir encore plus fort. Juste à ce moment, Noah voit que l'une de ses statistiques a baissé, la statistique de l'eau est passée de plus double S à un simple S, donc il craint qu'il se soit passé quelque chose à Almaria. Il détermine que cette affaire est urgente, donc il ordonne à Zoé de dire à son chauffeur de se rendre au palais de l'empereur. Noah informe l'empereur qu'il y a eu une sorte de changement à Almaria, donc l'empereur se demande comment il le savait. On dirait que l'empereur en a aussi entendu parler, mais l'empereur explique que Noah a vraiment remarqué les signes. Avant que Noah ne puisse expliquer, un messager arrive pour dire à l'empereur ce qui s'est passé, il y a eu une rébellion à Almaria, et l'empereur est impressionné que Noah ait pu le sentir. Il se demande quelle ampleur Noah pense que la rébellion a, donc Noah y réfléchit. Son double S est tombé à un simple S, ce qui signifie qu'il n'a baissé que d'un rang sur plusieurs. Noah dit qu'il croit que la rébellion est de petite envergure pour le moment, et l'empereur confirme son intuition. Il révèle que le rapport a identifié 5000 rebelles, leur nombre est faible, donc l'empereur se demande si Noah prévoit de gérer cela lui-même. Il est surpris lorsque Noah dit que ce serait impossible. Noah dit qu'il est encore jeune et peu familier avec le combat, donc il ne pense pas que les soldats l'écouteraient. S'il devait envoyer un prince pour soumettre cette affaire, Noah pense que ce devrait être l'un de ses frères aînés. Ce n'est pas une réponse à laquelle l'empereur s'attendait, car Noah a regardé la situation si objectivement avant de refuser. L'empereur décide de faire confiance à son jugement, et il demande à Noah quel frère il recommanderait. Noah croit que Henri serait le meilleur choix, mais l'empereur dit que Henri peut parfois être difficile à gérer, donc il se demande pourquoi Noah le choisirait. Noah souligne que les rebelles sont peu nombreux, donc la meilleure façon de les traiter est de les réprimer de front. Henri est le plus prudent de tous ses frères, donc c'est le meilleur pour ce travail. L'empereur est impressionné par la décision de Noah, donc il ordonne que Henri soit convoqué. En partant, Henri se demande si Noah est sûr de sa décision. Mettre fin à la rébellion est une affaire importante, et cela pourrait être une chance pour Noah d'augmenter son statut. Cet empire est une nation de guerriers, donc un grand exploit au combat profiterait grandement à Noah. Noah le sait déjà, mais il sait aussi qu'il est inexpérimenté. Même s'il survivait en s'en occupant lui-même, il est sûr que beaucoup de soldats perdraient la vie. Noah pense qu'il serait préférable que quelqu'un de plus expérimenté s'en occupe, car cela épargnerait beaucoup plus de vie, et cela est plus important pour lui que son statut. Juste à ce moment, le Léviathan commence à briller, et Noah réalise que l'ennemi est là. Il ordonne aux carrosses de s'arrêter, et il pense à comment le Léviathan vient de réagir à eux. Il réalise que l'ennemi est après lui, et il ne veut pas impliquer son frère. Noah saute immédiatement à l'extérieur et, étonnamment, se met en danger. Cela déclenche un piège d'eau qui l'attendait, et tout le monde est horrifié alors qu'il est englouti dans l'eau. Les attaquants se montrent pour en profiter, mais ils sont choqués lorsqu'ils voient que Noah s'est défendu avec plusieurs boucliers. Noah détermine qu'ils sont des utilisateurs d'eau, ce qui signifie que ce sont des rebelles d'Almaria. Ils se déplacent pour attaquer notre héros, mais Noah commence à les éliminer avec une précision impitoyable. Ses compétences sont pleinement démontrées, et il fait un travail facile des rebelles. Ils sont incrédules car Noah n'est qu'un enfant, mais il est trop tard car ils sont tous vaincus. Henri dit que Noah est devenu beaucoup plus fort depuis leur dernière rencontre, et il souhaite juste qu'ils aient pu interroger les rebelles. Noah révèle étonnamment qu'il n'a pas mis fin à leur vie, il a simplement utilisé la menace du Léviathan pour les assommer. Henri confirme qu'il respire encore, mais cette attaque lui a été surprenante. Il a entendu que l'armée rebelle était centrée sur des cavaliers, et il ne savait pas qu'il y aurait ce type de combattants aussi. C'est étrange pour Noah d'entendre cela, car Almaria n'a pas une forte provision de chevaux de guerre. Ils doivent les obtenir ailleurs, donc il a une idée. Il rencontre Alan, car il fait des affaires dans la région autour d'Almaria. Les citoyens ne sont pas censés savoir ce qu'il s'apprête à dire à Alan, donc Noah dit qu'il devrait se considérer comme mort s'il le dit à quiconque. Alan comprend, donc Noah révèle qu'il y a une rébellion à Almaria. Les cavaliers sont au centre de leur force, mais Almaria n'est pas bien équipée pour gérer autant de chevaux de guerre. Noah donne 10 000 renés à Alan et lui dit d'acheter toute la nourriture pour chevaux à Almaria. Almaria n'aura pas beaucoup de nourriture pour chevaux puisqu'ils sont si mal équipés pour eux, donc ils pourront neutraliser la cavalerie en coupant leurs approvisionnements en nourriture pour chevaux. Alan est émerveillé par l'idée brillante de Noah, donc il dit qu'il va commencer tout de suite. Noah est sûr que cela fonctionnera et rendra le combat de son frère beaucoup plus facile.
Plus tard, le roi révèle qu'ils ont pu obtenir des informations des hommes qui ont tenté d'éliminer Noah. Il s'avère qu'ils essayaient en fait de le kidnapper pour pouvoir l'utiliser comme monnaie d'échange. Noah se demande s'ils ont cédé trop facilement, et il soupçonne qu'ils pourraient mentir. Le roi est encore une fois impressionné par l'intelligence de Noah, mais il fait remarquer qu'il existe des moyens pour faire dire la vérité aux gens. Noah n'est pas familier avec les méthodes de torture, alors il fait simplement confiance à son père. Le roi est impressionné car il a entendu que Noah cible les chevaux des rebelles, ce qui choque Noah car ils viennent tout juste d'en parler à Alan. Le roi l'a déjà surpris ainsi auparavant, mais cette fois-ci, c'était encore plus rapide. Le roi explique que les tactiques de famine sont assez courantes, et Albert, le second prince, a même suggéré d'affamer les rebelles eux-mêmes. Noah, quant à lui, a réalisé de lui-même que cela pousserait les rebelles à attaquer la population, et il a choisi d'affamer leurs chevaux à la place. Le roi dit qu'il n'est pas seulement impressionné par les idées de Noah, mais aussi par sa capacité à les mettre en œuvre. Le roi veut récompenser Noah d'une certaine manière, alors il autorise l'ajout d'une épée sur les armoiries de Noah. Noah est stupéfait, et il nous explique pourquoi c'est si important. Dans cette nation de guerriers, l'épée sert de symbole du guerrier. Ajouter une épée sans la permission du roi est un sacrilège, et c'est punissable de mort. Cependant, obtenir la permission de l'empereur d'en ajouter une est l'un des plus grands honneurs qu'une personne puisse recevoir. Le roi ordonne la fabrication des nouvelles armoiries, alors Noah remercie son père. Plus tard, Alan explique qu'il a rassemblé beaucoup d'informations sur la nourriture pour chevaux. Il connaît chaque type importé, et ce sera une tâche simple de tout acheter. En plus de cela, Alan a appris des choses sur le chef des rebelles nommé Carfan. Il est extrêmement tenace, et il fera tout ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. C'est alors qu'un homme arrive pour expliquer qu'il y a un homme blessé à la porte d'entrée. Il a un rapport urgent, et il se présente comme un officier d'Almeria. Il dit qu'il y a eu une rébellion et révèle que son supérieur a déclenché un soulèvement. Cet homme n'a pas pu se résoudre à y participer, alors il a préféré fuir pour rapporter la situation à Noah. Alan se sent mal pour lui car Noah est déjà au courant, mais Noah reste courtois envers lui. Il le remercie pour l'information et fait soigner ses blessures par sa servante. Noah lui donne même une récompense de 1000, alors Alan peut comprendre pourquoi. Noah est déjà au courant de la rébellion, donc cette information ne lui était pas utile. Noah s'en moque, il sait juste que l'homme a risqué sa vie pour l'avertir. Ce genre de loyauté est difficile à trouver, alors Noah a simplement voulu la récompenser. Plus tard, nous voyons que Zoé est très angoissée en allant voir Noah. Elle s'effondre au sol et lui tend un petit sac d'argent. Il contient 500 raies, et Zoé révèle qu'un inconnu le lui a donné. Tout ce qu'on lui a demandé en retour, c'est de faire boire un somnifère à Noah. Elle devait le mélanger à sa boisson, puis remettre Noah à eux une fois qu'il serait endormi. Noah comprend que ce sont les rebelles, confirmant qu'ils veulent vraiment le kidnapper. Noah se demande pourquoi elle lui a apporté l'argent, alors elle explique qu'elle ne pourrait jamais le trahir. Noah a aidé sa mère et même tout son village, alors elle ne ferait jamais rien pour lui faire du mal. Malheureusement, ils ont dit qu'ils mettraient fin à ses jours si elle ne faisait pas ce qu'ils lui disaient. Zoé ne peut que pleurer maintenant car elle n'a jamais pu se résoudre à trahir Noah. Noah comprend parfaitement, alors il la récompense. Ils ont essayé d'acheter sa trahison pour 500 raies, mais elle ne l'a pas fait. Rien n'est plus important pour Noah que la loyauté, alors il a ajouté un 0 au montant qu'ils lui ont donné. Zoé est stupéfaite car cela fait 5000 raies, alors elle refuse d'accepter autant d'argent. Noah lui dit qu'elle n'a pas le choix, alors elle remercie son généreux maître. Noah révèle qu'il y a quelque chose qu'il veut qu'elle fasse, alors elle dit qu'elle fera n'importe quoi. Noah la choque en révélant qu'il va boire la drogue qu'ils lui ont donnée. Quand il s'endormira, il veut qu'elle l'emmène aux personnes qui lui ont dit de le faire. Zoé n'arrive pas à le croire, et Noah dit qu'elle doit ensuite s'enfuir et se cacher. Ils essaieront de la faire taire si elle reste, mais son travail sera alors terminé. Zoé ne comprend pas pourquoi il voudrait cela, mais nous voyons que Noah a un plan. Noah se réveille après avoir été drogué, et il entend les rebelles se demander s'ils devraient mettre fin à ses jours. Leur chef leur a dit de ne faire cela qu'en dernier recours, alors ils le laisseront en vie pour l'instant. Noah est entièrement ligoté, mais nous voyons qu'il a caché son épée dans son oreille. Il la sort, et il est soulagé de voir que ses ravisseurs n'ont pas pris sa bague. Noah utilise le pouvoir de sa bague pour couper la corde et se libère. Ses yeux s'adaptent à l'obscurité, et il réalise qu'il est à l'arrière d'un chariot. Noah veut savoir ce qui s'est passé après qu'il se soit endormi, alors il ordonne au Léviathan de lui montrer ses souvenirs. Cela montre l'arrivée des rebelles et comment Zoé a pu s'enfuir juste à temps. Noah peut voir combien ils sont, et il comprend parfaitement la situation maintenant. Noah est prêt, alors il se révèle à tous les rebelles. Ils ne sont pas très impressionnés car ils pensent que c'est le grand frère de Noah qui l'a sauvé face aux autres rebelles. Ils se préparent à un combat, mais Noah en élimine facilement en un clin d'œil. Les rebelles sont tous choqués, et Noah est déçu. Il pensait pouvoir obtenir des informations de ces gars, mais il sait maintenant que ce ne sont que des sous-fifres. Ils sont insultés, alors ils l'attaquent tous en même temps, mais Noah est tout simplement trop habile. Il les terrasse,
et la bataille est terminée presque immédiatement. Zoé arrive peu après, et elle a amené plusieurs chevaliers avec elle. Noah se demande ce que cela signifie, et elle ne peut que s'excuser. Elle sait qu'il lui a dit de se cacher, mais elle s'inquiétait pour lui, alors elle a amené les chevaliers pour le sauver. Il est clair maintenant qu'il n'avait pas besoin d'être sauvé, et tous les chevaliers sont choqués que Noah ait vaincu tous ces rebelles lui-même. Noah ordonne au capitaine des chevaliers de s'occuper des rebelles, mais il remarque quelque chose quand une des épées rebelles tombe au sol. Noah dit d'urgence aux chevaliers de ne pas y toucher, et il dit à tout le monde de s'en éloigner. Cette dague est couverte de ténèbres, et Noah est choqué par la quantité de malveillance qu'elle dégage. Grâce à son Léviathan, Noah peut sentir que cette arme est aussi maudite. Elle possède une sorte de sorcellerie, et elle est remplie de la haine de celui qui l'a maudite. Noah voit une image de cette personne, et il a une idée. La malédiction semble être attachée à la personne, alors il se demande si son Léviathan peut faire quelque chose. Il sent que son épée est sûre de pouvoir le faire, alors Noah commence le processus. Cela fait émerger une puissance immense du Léviathan sous forme d'eau, qui s'élève vers le ciel. Cette chose va même dans l'espace extra-atmosphérique avant de finalement éliminer sa cible. Le lendemain, l'empereur s'agenouille étonnamment pour dire à Noah qu'il a fait du bon travail. Il vient de recevoir une grande nouvelle, la nuit dernière, il est arrivé quelque chose au chef des rebelles. Il a été transpercé à la tête par un pilier d'eau apparu de nulle part. L'empereur ne peut en être certain, mais il suppose que cela doit être l'œuvre de Noah. Noah confirme que c'est le cas, et il réfléchit à ce qu'il a fait. Il a utilisé la haine dans la dague pour guider le Léviathan vers le chef rebelle avec un tir de sniper à longue distance. C'était un exploit incroyable, et Noah est simplement content que cela ait fonctionné. Après la perte de leur leader, l'armée rebelle a été rapidement réprimée par Henri. Presque tous les responsables ont été arrêtés, et il est temps pour l'empereur de décider de leur punition. Tout le monde dans la salle d'audience attend sa décision, et il se décide enfin. Il dit à ses hommes de préparer les chevaux afin que les coupables soient écartelés par eux. Le roi dit à Noah d'attendre un peu car les rebelles paieront pour leur crime d'avoir lancé une rébellion sur les terres de Noah. C'est alors que tout le monde est choqué quand Noah dit qu'il ne devrait pas faire cela. L'empereur exige de savoir ce que cela signifie, alors Noah explique que les rebelles doivent être punis conformément à la loi. Selon la loi impériale, les chefs rebelles doivent être coupés en deux au niveau de la taille. Les soutiens et complices du 3e degré doivent être pendus, et les autres doivent être décapités. La punition suggérée par l'empereur n'existe pas dans les lois de cet empire. L'empereur fait remarquer que ces coupables salissent le nom de Noah, donc leur punition devrait correspondre. Noah ne laisse pas cela affecter son jugement, alors il explique pourquoi c'est une si mauvaise idée. Si l'empereur enfreint la loi en les punissant de manière illégale, cela peut jeter la suprématie du roi dans le désarroi. Les tensions montent car tout le monde craint que l'empereur ne se mette en colère, mais il est en fait impressionné par la logique solide de Noah. Il réalise qu'il faisait une erreur, et il crédite Noah de l'avoir repéré. L'audience est stupéfaite car l'empereur vient de reconnaître la prise de décision de Noah face à la sienne. L'empereur ne sera pas satisfait de la punition trop douce, alors il ordonne que les coupables soient punis au maximum prévu par la loi. Il se demande si Noah y voit des problèmes, alors Noah dit que c'est bien. L'audience est étonnée par la bravoure de Noah car il a contré l'empereur lui-même sans même changer d'expression. L'empereur dit que Noah l'a empêché de salir le bon nom de cet empire dans l'histoire, donc il doit être récompensé. Il décide d'accorder un titre à Noah afin que son intelligence soit connue de tous. Pour cela, l'empereur accorde à Noah le titre de sage. L'audience laisse échapper des exclamations étonnées car le prince a un nouveau titre, car cela n'a jamais été fait auparavant. Ce changement apparaît aussi sur l'écran de statut de Noah, car son titre passe de 13e prince à prince sage. L'empereur lui fait alors le plus grand compliment de tous, en disant qu'il souhaite que Noah soit né un peu plus tôt. L'audience éclate en applaudissements, et ils acclament tout le prince sage. Le roi rappelle à Noah que la sélection des chevaliers approche, et il se demande si Noah a décidé comment il jugera. Noah révèle qu'il a un plan, alors il le lui montre après le procès. Noah se fait entourer par plusieurs gardes à l'extérieur, et chacun d'eux a un seau d'eau. Il leur ordonne de commencer, alors les gardes commencent à jeter l'eau sur Noah. La bague de Noah agit immédiatement en invoquant un bouclier et en bloquant chaque attaque. Noah explique qu'il fera attaquer par les participants comme cela, et il les jugera en fonction de la proximité de leurs attaques avec lui. L'empereur dit que c'est une autre des brillantes idées de Noah car cela réduira la charge de Noah et accélérera le processus de jugement. Il fait remarquer, cependant, que cette stratégie n'est pas sans risque. Si un concurrent est assez puissant pour percer les défenses de Noah, on ne peut pas dire ce qui se passera. Noah impressionne encore son père, en disant qu'il est préparé à gérer cette situation également. L'empereur accepte le plan du prince sage, et Noah remercie son père. Quelque temps plus tard, le premier ministre nommé Noisy se demande si ce que l'empereur a dit était une bonne idée. Devant tout le monde, il a dit à Noah qu'il souhaitait qu'il soit né plus tôt. Cela signifie que Noah serait le favori pour prendre son trône s'il était né plus tôt, mais cela pourrait causer des problèmes entre les frères. L'empereur ne voit pas le problème car Noah méritait les éloges.
Non seulement il lui a tenu tête devant tout le monde, mais Noah a aussi éliminé le chef ennemi sans même se rendre sur le champ de bataille. En plus de cela, cette épée magique semble vraiment posséder un pouvoir terrifiant. C'est alors que le roi appelle quelqu'un nommé Cruz et lui dit d'apporter quelque chose. Le roi semble cacher quelque chose, alors qu'il explique que la légende dit que le véritable sceau du Léviathan ne doit pas être brisé. Ce serait incroyablement dangereux, mais l'empereur se demande quel serait le résultat si Noah était celui qui le libérait. Quelque temps plus tard, nous voyons que la compétition de chevaliers dure depuis un moment déjà, et plusieurs guerriers y participent encore. L'examen de sélection des chevaliers est le plus grand événement annuel de l'Empire, et il retient l'attention de tous. Cette année, en particulier, a suscité beaucoup d'intérêt car c'est la première fois de l'histoire qu'un prince sert de juge. Un grand nombre de personnes se sont rassemblées pour voir Noah, et il se prépare maintenant à tester un autre guerrier. Le candidat tente désespérément de porter une attaque, mais le bouclier de Noah est trop puissant, il bloque chaque coup, et l'épée de l'examinateur finit par se briser. Le public est stupéfait car plusieurs guerriers ont essayé, mais pas un seul n'a réussi à briser les défenses de Noah. À proximité, on informe le roi que l'examen de cette année est considéré comme bien plus excitant que ceux du passé. Le roi rappelle à Cruz que l'examen de sélection des chevaliers est destiné à choisir un soldat digne, seul le résultat compte, et il a hâte de voir quel genre de combattant Noah va choisir. Le candidat suivant possède une sorte de pouvoir incroyable, et tout le monde regarde avec émerveillement alors qu'il libère une décharge d'énergie. Tout le monde reste choqué, cependant, car Noah se défend facilement de cette attaque également. L'examen d'aujourd'hui touche bientôt à sa fin, donc Noah est déçu car il n'a trouvé aucun candidat remarquable. Le prochain test sera le dernier de la journée, donc le dernier candidat s'avance. Son attaque est, bien sûr, bloquée, mais Noah est pris au dépourvu car elle parvient à percer son bouclier. La fille déclare qu'elle n'a pas encore fini, et elle est capable, de manière choquante, de briser les défenses de Noah. La foule regarde avec horreur alors que sa lame transperce Noah, et elle est mise en état d'arrestation. Personne ne peut croire qu'elle ait réellement réussi à blesser le prince, et ils disent que la loi va tomber lourdement sur elle. C'est alors que tout le monde est stupéfait lorsque Noah ordonne aux gardes de libérer la fille. Elle s'appelle Shirley, et tout le monde regarde tandis que Noah lui annonce qu'elle a réussi. Personne ne peut le croire car elle vient juste de le blesser, mais Noah dit qu'elle en est définitivement digne. Plus tard, Noah aimerait savoir où Shirley a obtenu son armure, alors elle explique qu'elle se transmet dans sa famille depuis des générations. Shirley se demande quel genre de punition elle va recevoir pour l'avoir blessée, mais Noah sait qu'elle ne l'a pas fait exprès, c'est Noah qui a dit au guerrier de l'attaquer, donc il ne lui reproche pas d'avoir simplement fait ce qu'on lui a dit. Noah lui dit d'utiliser à nouveau la même attaque maintenant, mais Shirley est prise par surprise. Noah fait remarquer qu'elle est un chevalier, donc elle devrait simplement suivre ses ordres. Shirley fait comme il dit, et Noah bloque son attaque à nouveau. Il lui dit d'essayer de percer comme elle l'a fait avant, mais Shirley est stupéfaite car le bouclier ne bouge pas d'un pouce. Elle ne comprend pas ce qui se passe, donc Noah explique que c'est ce qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment voulu bloquer son attaque. Le travail d'un chevalier est de suivre les ordres, et Noah voulait simplement voir si elle exécuterait ses ordres fidèlement, la raison pour laquelle il lui a permis de briser complètement son bouclier plus tôt est qu'il a besoin d'un chevalier qui ne va pas se retenir par crainte de ce qu'il pourrait faire. Shirley l'a attaqué 2 fois maintenant sans retenue, donc il estime qu'elle a ce qu'il faut. Shirley est émerveillée par sa détermination à trouver le chevalier parfait, alors elle lui jure une loyauté éternelle. Noah jette un coup d'œil à son écran de statut, et il voit que, en ce qui concerne les personnes, Shirley a augmenté ses statistiques le plus. Elle n'est qu'une seule personne, mais l'ajouter à son armée lui a donné un +F pour plusieurs attributs. Juste à ce moment, le docteur Good arrive pour soigner la blessure de Noah. Shirley n'a jamais vu un médecin comme lui auparavant, donc Noah se demande ce que les gens de son village font de leurs blessés. Shirley explique que leur ancien prie simplement pour eux, et le docteur Good dit que c'est assez commun dans les villages pauvres. Noah sait que le moyen le plus rapide de devenir médecin est de commencer comme apprenti, donc il a une idée, il donne à Shirley son premier ordre et lui dit d'amener les personnes les plus intelligentes et travailleuses de son village. Noah dit alors au docteur Good qu'il en prendra quelques-uns comme ses apprentis. Shirley est stupéfaite par cette gentillesse, et Noah dit même qu'il prendra en charge toutes les dépenses. Il dit à Shirley d'amener toute personne capable de devenir médecin car il veut qu'il traite les autres personnes de son village. Shirley est complètement sans voix, et elle ne peut que remercier le prince. Noah lui dit simplement que les chevaliers ne s'inclinent pas ainsi, donc elle devra se perfectionner en étiquette chevaleresque. Plus tard, Shirley se prépare à commencer son travail de chevalier, et elle tombe sur certaines des servantes. Elle se demande quel genre de dame le prince pourrait vouloir comme épouse, donc Shirley fait remarquer qu'il est encore assez jeune. Elles expliquent que les choses sont différentes pour la royauté car les autres princes étaient tous mariés avant d'avoir 15 ans. Les servantes réfléchissent à qui ils pourraient vouloir se marier, et elle énumère certaines des princesses des royaumes voisins. Shirley est stupéfaite, mais l'une des servantes explique que c'est à quel point Noah est devenu populaire, il n'y a pas de prince plus gentil que lui,
et les autres servantes font remarquer que Zoé s'est beaucoup rapprochée de lui, elle a même commencé à apprendre la magie, et tout cela à cause de Noah. Ensuite, Noah reçoit le rapport sur l'examen de sélection des chevaliers de cette année maintenant qu'il est terminé. Grâce à la méthode de sélection de Noah, tous les nouveaux chevaliers de cette année sont excellents. Le capitaine des chevaliers dit que tous les chevaliers sont très reconnaissants du rôle que Noah a joué pour les amener là, et Noah est également reconnaissant. Il demande à Shirley d'escorter le capitaine à l'extérieur, et elle le remercie de leur avoir rendu visite. Le capitaine est impressionné par son assurance, et il réalise rapidement quelque chose, il explique que Noah l'a envoyé pour raccompagner un autre chevalier dans le cadre de sa formation, et Shirley ne peut pas croire que Noah pense si loin à l'avance. Le capitaine lui dit qu'elle ne se trompera jamais tant qu'elle restera avec Noah, donc elle ferait mieux de travailler dur. Plus tard, Noah organise une autre réception, et Alan le félicite pour le succès de l'examen. Noah, cependant, dit que cette réception est en fait pour les remercier de l'avoir aidé, et il dit qu'ils devraient s'amuser. Noah explique que tous ici sont des marchands, et ils ont tous des liens profonds avec la maison du 13e prince. Noah a tout organisé pour lui, donc Alan promet de cultiver autant de relations qu'il le peut. Juste à ce moment, Zoé révèle qu'un message a été envoyé à Noah. Il n'y a rien d'écrit sur l'enveloppe, et le garde à la porte a dit que la personne qui l'a livré s'est juste enfuie. Les filles s'inquiètent lorsque Noah l'ouvre, et même le Léviathan commence à réagir. Noah dit à tout le monde de se calmer, et il lit la lettre. Elle révèle qu'il y a des mouvements inquiétants parmi les restes des rebelles d'Almiria. Noah n'est pas sûr de ce que cela signifie, et la personne qui a livré le message est retournée enquêter en secret. Juste à ce moment, Noah réalise que cela doit être la même personne qui a risqué sa vie pour lui faire un rapport. Le type a finalement découvert que Noah était déjà au courant de la rébellion, et Noah l'a quand même récompensé. Les filles déterminent qu'il doit faire cela pour rembourser cette dette. Les filles pensent que c'est une chose honorable à faire, mais Noah fait remarquer que c'est en fait vraiment mauvais, jouer aux faux espions sans aucune formation est trop dangereux, et la vie du type sera terminée s'il est découvert. Henry devrait toujours être dans la région, donc Noah dit qu'il dira à son frère d'arrêter le type. Malheureusement, quelque temps plus tard, Noah est informé de la terrible nouvelle, le soldat a été découvert comme espion, et il a été torturé. Il a refusé de donner des informations, donc ses ravisseurs n'ont montré aucune pitié. Les soldats d'Henry ont pu le récupérer, mais il est toujours inconscient. Noah se blâme car s'il avait réalisé tout cela plus tôt, il aurait pu arrêter le type. Noah prend une décision, donc il dit à Zoé de lui relayer un message, il veut que tout le monde à Almiria sache qu'il n'épargnera aucune dépense pour s'assurer que le type soit protégé. Noah ne peut penser qu'à l'incroyable loyauté de ce type, et aucune quantité d'informations ne vaut la peine de sacrifier quelqu'un comme lui. Ensuite, Noah cherche un cadeau pour remercier Henry pour tout ce qu'il a fait. On montre à Noah plusieurs objets inestimables, et Shirley est stupéfaite car elle n'a jamais vu autant de trésors incroyables. Quelque chose attire l'œil de Noah car cela ne ressemble pas aux autres objets. Le marchand est très impressionné car Noah a pu dire quel objet était le plus précieux en un seul regard. Le marchand révèle ce qui se trouve sous la bâche, et Noah est émerveillé par ce qu'il voit. Le marchand explique que cela a été laissé par une artisan d'une habileté peu commune, et son nom est Lindsay. Cela est considéré comme un art perdu car il n'existe plus que 2 statues de déesses comme celle-ci. Noah l'aime beaucoup, donc il propose de payer 10 000 anneaux pour cela. Le frère de Noah, Oscar, arrive, et il explique qu'il est à la recherche d'un beau trésor. Il remarque la statue de déesse en verre, et il peut immédiatement dire qu'elle a été faite par Lindsay, il n'en existe que 2, et Oscar révèle qu'il a l'autre. Juste à ce moment, Noah choque tout le monde en brisant la statue en 1 million de morceaux. Tout le monde pense qu'il a perdu la raison, mais Noah lui dit de ne pas s'inquiéter. Il paie quand même le marchand pour cela, et il révèle ses vraies intentions. Noah dit que la 2e statue a été trouvée, mais qu'elle vient d'être brisée. Cela signifie qu'il n'en reste plus qu'une seule en existence, et il dit au marchand de répandre cette rumeur en ville. Oscar est émerveillé car cela augmentera grandement la valeur de sa statue de déesse. Oscar dit qu'il n'a atteint ce genre de sagesse qu'à l'âge adulte, donc c'est très impressionnant que Noah ait pu penser à cela immédiatement. Ensuite, Shirley fait remarquer que ce n'a été qu'une succession de surprises depuis qu'elle a commencé à le servir. Noah a détruit un trésor sans hésiter, et c'était uniquement pour aider son frère. Noah explique que cette statue n'était qu'un objet, et les vrais trésors ne sont pas comme ça. Les trésors dont Noah se soucie vraiment sont les personnes qui risquent leur vie pour lui apporter des informations, les personnes qui travaillent dur pour être à la hauteur de ses attentes, et ceux qui lui jurent loyauté. Les objets de ce monde ne signifient rien pour lui car ces personnes seront toujours les vrais trésors. Shirley est complètement sans voix, et Noah dit que cela l'inclut elle. Elle est en admiration devant le jeune prince, donc elle fait le vœu de le suivre pour le reste de sa vie. 6 ans plus tard, nous voyons que Noah a pas mal grandi alors qu'il se prépare à quitter son manoir. Toutes les servantes lui souhaitent bonne chance, et Noah sort avec ses fidèles compagnons. Noah a maintenant 12 ans, et il se demande si quelque chose dérange sa nouvelle servante, nommée Gigi. Gigi explique qu'elle est simplement prise au dépourvu par toutes les personnes à l'extérieur.
Il y a une file de personnes qui sont venues offrir des cadeaux d'anniversaire à Noah, et la file ne s'est toujours pas terminée après 3 jours entiers. C'est en fait assez normal pour le prince, et cela a même duré une semaine entière l'année dernière. Noah ne peut pas non plus simplement recevoir les cadeaux, car l'objet reçu et son expéditeur doivent être enregistrés en détail. Noah a maintenant 12 ans, et il a été reconnu pour avoir parfaitement maîtrisé le Léviathan. Noah est maintenant en poste au ministère des Affaires militaires, qui préside l'armée impériale. Henri est le ministre des Affaires militaires, et Noah va le rencontrer. Henri veut entendre l'opinion de Noah parce que le 4e prince, nommé Rès, a reçu un ordre impérial. Il est censé réprimer une rébellion à la frontière sud en commandant une armée et en démontrant la puissance de l'Empire. Noah connaît les nombreux actes de bravoure de Rès, et il est sûr que Rès a suffisamment de talent pour mener une armée. Noah dit qu'il n'a qu'une seule question, et il surprend Rès lorsqu'il demande combien de soldats il va réellement commander. Rès hésite à répondre, alors Henri se demande s'il cache quelque chose. Rès tremble de peur, et il ne peut que demander pardon. Henri exige de savoir ce qui se passe, alors Noah lui explique, les forces impériales reçoivent des fonds en fonction du nombre de soldats enregistrés pour combattre. À cause de cela, il est assez courant que les généraux enregistrent des non-soldats, comme des marchands et des collaborateurs, afin de garder l'argent supplémentaire pour eux. Henri est furieux contre Rès, mais Noah lui dit d'attendre un moment. Il ordonne à Rès d'arrêter de se recroqueviller, et il explique que ce qu'il a fait n'était pas si mal que ça. Enregistrer beaucoup de soldats, même si ce n'est pas vrai, peut toujours servir de dissuasion. Henri convient que dire que vous avez une armée de 100 000 soldats pourrait aider à réprimer une rébellion, même si ce nombre n'est pas vrai. Henri est encore une fois impressionné par la compréhension de Noah de ces choses et comprend pourquoi on l'appelle le prince sage. Noah souligne que cette situation est un peu plus compliquée parce que l'ordre de l'empereur était d'obtenir une victoire écrasante. C'est pourquoi Noah a demandé à Rès l'étendue de son embellissement. Rès révèle qu'il a enregistré 2000 soldats de plus qu'il n'en a, alors Noah lui dit de s'assurer qu'il en amène réellement autant. Noah lui donne une lettre qui assurera que Rès reçoit le paiement, et il dit que Rès peut même garder ce qui reste. Rès est stupéfait par cela, mais Noah dit qu'en retour, il ne tolérera pas la défaite. Alors que les frères quittent la réunion, Henri réalise que Noah n'a pas encore connu la guerre. Noah confirme qu'il n'est jamais allé à la guerre, et il réfléchit à son statut actuel, même s'il a maintenant 12 ans, il est toujours au niveau 1. Pourtant, Noah se considère très chanceux parce que de nombreux bébés royaux ne survivent pas longtemps après la naissance. Leurs vies sont généralement terminées par ceux qui rivalisent pour plus de pouvoir. Cela signifie qu'un prince est un héritier vivant précieux du trône, donc ils ne sont pas autorisés à aller au combat quand ils sont jeunes. Ils doivent attendre d'avoir atteint l'âge adulte, à moins qu'ils ne reçoivent un ordre impérial. Henri fait remarquer que Noah a maintenant 12 ans, donc ce serait une bonne idée d'acquérir de l'expérience avant de gouverner ces terres. Il rappelle à Noah qu'il a une épée magique, donc il doute qu'il ait beaucoup de difficultés. Noah n'est pas contre l'idée d'aller au combat, et il dit qu'il n'hésiterait pas si l'empereur lui donnait l'ordre. Juste à ce moment-là, une jeune fille trébuche devant leur carrosse. Elle et d'autres orphelins sont poursuivis par des gens, et ils sont finalement attrapés. Noah dit aux hommes d'arrêter d'embêter les orphelins, mais le type lui dit de ne pas se mêler de ça. Noah exige simplement que les hommes lui montrent les papiers d'enregistrement, parce qu'il veut savoir de quelle affaire il s'agit. Noah souligne que le commerce d'esclaves non enregistrés est un crime grave, et ils seront punis selon la loi impériale. Les types traitent Noah de gamin alors qu'ils vont l'attaquer, mais c'est une énorme erreur. Noah invoque le Léviathan, et il élimine tous les voyous. Tous les passants sont stupéfaits parce que Noah s'est comporté comme un véritable maître d'épée. Les orphelins pleurent parce qu'ils allaient être vendus comme esclaves, et un type étrange sort d'une ruelle. Il explique qu'il gagne sa vie en vendant des orphelins, mais il hésite à dire son nom à Noah. Noah se demande pourquoi, alors le type révèle que c'est parce qu'il travaille pour le premier prince Gilbert. Noah prend cela très au sérieux parce que ce type le menace clairement en soulignant qu'il travaille pour le premier prince. Le type dit qu'il ne veut pas créer des problèmes, alors il dit à Noah de simplement faire semblant de n'avoir jamais vu ce qui s'est passé ici. Noah demande à Henri s'il connaît ce type, mais il dit que non. Noah souligne que ni lui ni son frère ne le connaissent, alors le type dit que c'est fait exprès. Il commence à expliquer comment il travaille en secret, mais il se tait rapidement lorsque Noah lui inspire la peur. Le pouvoir de Noah est tellement écrasant que le type s'effondre au sol. Noah passe immédiatement aux mesures de contrôle des dégâts en disant que le type prétendait à tort qu'il servait le premier prince. Juste à ce moment-là, les passants réalisent rapidement que Noah est le prince sage. Il est le vrai, alors ils font confiance à chaque mot qu'il dit. Noah fait emmener les voyous, et il dit à ses gardes d'emmener les orphelins dans son manoir. Cette situation était plus qu'elle n'en avait l'air, alors Henri dit que Noah l'a parfaitement gérée. Si ces types travaillaient vraiment pour Gilbert, alors Noah ne pouvait pas leur ôter la vie. Cependant, s'il les laissait faire, les gens penseraient qu'il permettait au commerce souterrain d'esclaves d'avoir lieu. La meilleure ligne de conduite était de les faire passer pour des menteurs et de laisser Gilbert les gérer lui-même. Henri est en admiration devant son frère parce que la façon dont il gère les choses le surprend toujours. Plus tard,
Noah est informé que Gilbert a envoyé un messager. Gilbert voulait remercier Noah d'avoir attrapé les trafiquants d'esclaves parce qu'après les avoir interrogés, ils ont découvert qu'ils utilisaient faussement le nom de Gilbert pour mener leurs affaires. Gilbert avait l'intention de les envoyer en justice, mais ils ont fini par se suicider. Noah sait à quoi s'en tenir, et il suppose que Gilbert a en fait ordonné à ses hommes de gérer le commerce souterrain d'esclaves. Henry le confirme et explique que Gilbert s'est absorbé dans l'acquisition de boutiques et l'achat de domaines privés. Il a fait beaucoup d'activités insensées, mais Noah dit qu'il ne lui en veut pas. Gilbert est le premier prince, mais il est aussi le fils d'une concubine. Cela signifie qu'il ne peut pas prendre le trône, alors Noah détermine qu'il cherche quelque chose pour évacuer sa frustration. Le commerce d'esclaves et les domaines privés ne sont que des substituts à cela. Henry ne cesse d'être émerveillé par ses facultés de déduction, mais Noah dit que n'importe qui pourrait voir cela avec un peu de réflexion. Plus tard, Noah dit aux orphelins qu'il a tiré quelques ficelles, donc il peut leur assurer qu'ils ne seront jamais vendus. Ils sont libres maintenant, mais ils expliquent qu'ils n'ont nulle part où aller. Noah déclare qu'il les accueillera, alors il dit à Dylan de leur trouver des emplois. Il veut aussi qu'ils aient un endroit où dormir, et il veut qu'on leur enseigne si certains d'entre eux veulent étudier. Les orphelins pensent que Noah va les acheter, mais il dit que ce n'est pas ça. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et la seule chose que Noah ne tolérera pas est la trahison. Dylan leur dit que Noah fait quelque chose de gentil pour eux, alors il remercie tout notre héros. Le lendemain, Noah dit à Evelyn qu'elle ne sera plus une servante. Au lieu de cela, il veut qu'elle soit une administratrice d'une petite région à l'intérieur d'Almyria. Cela signifie qu'elle est maintenant une fonctionnaire, et elle est prise au dépourvu parce que c'est une promotion majeure pour une servante. Le territoire que Noah a reçu de l'empereur est immense, et il serait impossible pour lui d'y régner tout seul. À cause de cela, Noah a assigné des administrateurs à diverses régions pour agir en son nom. Noah explique qu'il a observé Evelyn pendant de nombreuses années, et elle est la plus intelligente de ses servantes. Evelyn dit qu'elle préférerait continuer à travailler comme sa servante, mais Noah ne veut pas gaspiller ses talents. Il explique qu'elle pourra faire plus pour lui en tant qu'administratrice, et son succès fera savoir à tous qu'il est un excellent juge de caractère. Evelyn remercie Noah pour cette opportunité, et elle part pour commencer son nouveau travail. Shirley complimente Noah pour si bien gérer les gens, et elle dit que ce n'est rien comme le fait le premier prince. Noah l'arrête et lui rappelle qu'elle ne peut pas dire de telles choses. Plus tard, l'empereur révèle qu'il a entendu comment Noah a défendu l'honneur de Gilbert. Noah dit que c'était simplement une coïncidence parce qu'il empêchait des gens de violer la loi. Au fond de lui, Noah pense à quel point c'était intelligent de la part de Gilbert de le rapporter lui-même. Au lieu de le garder secret, il a fait paraître que ses mains étaient propres. Le roi a aussi entendu que Noah s'était très bien défendu, mais il dit que c'est à prévoir de la part de Noah. L'empereur fait une plaisanterie en disant que si c'était lui, il aurait probablement été sous couverture et n'aurait pas si bien géré la situation. Il dit qu'au lieu de se défendre, il aurait probablement été vaincu en débattant s'il devait ou non révéler son identité. Tout le monde dans la pièce rit bien de cette blague incroyable, et on dit au roi que blesser l'empereur est un crime punissable par la mort. Tout le monde rit aussi de cette grande blague, mais Noah est sérieux comme la mort. Il corrige le Premier ministre en soulignant que selon la loi impériale, si le criminel ne connaît pas l'identité de l'empereur, alors il n'y a pas de crime contre la famille impériale. La pièce devient instantanément silencieuse, et tout le monde est horrifié par la réponse de Noah. Noah craint d'être allé trop loin parce que ce qui est considéré comme impoli à dire à un empereur est une question délicate. Il se demande s'il n'aurait pas dû pointer l'erreur, surtout quand cela le faisait paraître mal. Noah devient tendu en attendant de voir la réponse de l'empereur, et tout le monde est choqué lorsque l'empereur rit simplement. Il dit qu'il a gagné un pari, mais Noah n'a aucune idée de ce dont il parle. Il s'avère que l'empereur avait un pari avec le Premier ministre. C'était un test pour voir si Noah pouvait décrire la loi par cœur. Il a toujours su que Noah était strict et impartial en ce qui concerne les questions de loi. Il voulait juste faire un test pour s'en assurer. Noah a réussi sans laisser aucun doute, alors l'empereur annonce que Noah sera désormais nommé Premier ministre de la Justice. C'est un honneur incroyable, et cela fait de Noah le deuxième prince ministre après le quatrième prince. Noah est complètement stupéfait, et tout le monde acclame le nouveau prince ministre de la Justice. Plus tard, Noah pense à la façon dont il a répondu comme il le fait toujours. Il a reçu un grand honneur pour cela, mais il ne peut s'empêcher de se demander s'il y a autre chose derrière cette décision. Pendant qu'Alishi se produit, le public parle de la façon dont elle est devenue la chanteuse la plus populaire de l'Empire. Son chant rappelle à Noah de ne pas s'inquiéter tout le temps, et il est enfin capable de profiter de son accomplissement. De retour au château, on dit au roi qu'un rapport dont il se demandait s'est avéré vrai. Il dit au Premier ministre de s'en occuper, et il se lamente du temps qui leur manque. Un peu plus tard, Noah arrive au ministère de la Justice. Un type nommé Vinny se présente et explique qu'il est le vice-ministre de la Justice. Noah réalise que ce type sera son bras droit. Vinny a l'air assez jeune, alors Noah est sûr qu'il est encore en train de gravir les échelons. Noah lui demande une explication simple de ses devoirs, alors Vinny dit que Noah a deux missions principales.
La première est la coordination de tous les tribunaux à travers l'Empire. Deuxièmement, leur ministère juge de nombreuses affaires qui se produisent dans la capitale. Il est de coutume que le ministère ou l'empereur lui-même juge ceux qui commettent des crimes graves. En d'autres termes, le ministère fonctionne aussi comme un tribunal ordinaire. Noah suppose que Vinny juge lui-même certaines affaires, alors il se demande combien Vinny reçoit de pots de vin. Vinny, choqué par la question, dit qu'il ne ferait jamais une telle chose. Noah l'assure qu'il n'essaie pas de le forcer à avouer, il veut juste connaître la véritable histoire. Il veut que Vinny se sente libre de parler, alors il dit qu'il oubliera tout ce qu'il lui dira dès qu'il aura quitté cette pièce. Vinny comprend, alors il révèle tout. Il explique qu'il n'accepte pas beaucoup de pots de vin personnellement, mais ceux qu'il accepte s'élèvent à environ quelques centaines de reillis par an. Vinny poursuit en disant qu'il a une règle pour lui-même qui ne lui permet pas d'en accepter davantage. Ceux qui sont sous ses ordres en acceptent au moins 10 fois plus que lui. La règle de Vinny est de ne pas accepter de pots de vin dans les affaires de meurtre. C'est trop risqué car si l'accusateur garde rancune, Vinny pourrait devenir une cible de vengeance. Il n'accepte des pots de vin que dans les affaires qui pourraient facilement pencher dans un sens ou dans l'autre. Noah écrit un nombre sur un morceau de papier, et Vinny est choqué par ce que cela signifie. Noah explique qu'il donnera à Vinny 10 fois ce qu'il recevait en pot de vin, pour qu'il n'en accepte plus jamais un seul tant qu'il travaillera pour lui. Cela fait 5000 reillis par an, alors Vinny n'en croit pas ses oreilles. Noah dit qu'il veut être à la hauteur des attentes de l'empereur, et il veut que Vinny l'aide. Vinny est émerveillé par la prise de décision de Noah, et cela a du sens pourquoi l'empereur lui a donné le titre de prince sage. Vinny dit qu'il n'a pas besoin d'argent supplémentaire, et qu'il va simplement cesser d'accepter des pots de vin. L'honneur de travailler avec Noah est suffisant pour lui, alors il demande s'il peut servir Noah à partir de ce jour. Noah pense qu'il devrait se méfier que Vinny ait des arrière-pensées, mais il remarque que le fait de l'accepter dans son groupe augmente déjà ses statistiques. Sa force et son intelligence ont toutes deux reçu un bonus, alors Noah dit à Vinny qu'il comptera sur lui. Plus tard, Noah assiste à une célébration qu'Oscar a organisée pour lui. Oscar explique que la célébration est due au fait qu'après leur frère Henri, Noah est le deuxième prince-ministre de tout le règne de 50 ans de l'empereur. Noah ne peut que se demander pourquoi l'empereur a pris cette décision, et Oscar est sûr que c'est parce que l'empereur est vraiment fier de lui. Noah n'en est pas si sûr car il ne pense pas l'avoir mérité. C'est logique pour Henri car il a réprimé la rébellion, mais Noah sait qu'il n'a pas ce genre de bilan. Noah détermine que l'empereur doit lui montrer du favoritisme. Cela fait penser à Noah à quel point l'empire a failli s'effondrer à un moment donné. C'est arrivé à cause du système de l'empire pour choisir un prince héritier pour régner. Parce que le successeur de l'empereur est déterminé à la naissance, les princes qui n'étaient pas le prince héritier passaient leur vie à ne rien faire, et cela a causé beaucoup de problèmes. Pour corriger cela, l'empire accorde maintenant à chaque prince ses propres terres à gouverner et s'assure qu'ils reçoivent une éducation appropriée. Oscar se demande quel est le rapport avec la célébration, alors Noah explique qu'il a une théorie. Il dit que sa nomination en tant que ministre va bien au-delà de sa simple éducation, et Oscar est stupéfait par ce qu'il veut dire. Le choc d'Oscar attire l'attention de tout le monde, et il réalise que Noah pense que l'empereur veut faire de lui le prince héritier. Juste à ce moment-là, on informe Oscar d'un rapport qu'il avait demandé plus tôt. Il paie quelqu'un pour agir comme espion, donc il a appris que l'empereur a l'intention de le nommer prince-ministre des Finances. L'empereur semble préparer quelque chose, mais Noah n'a pas encore compris quoi. Oscar dit qu'il ne devrait pas trop penser à tout ça parce qu'ils sont là pour célébrer l'accomplissement de Noah. Ailleurs, un groupe de soldats prend d'assaut un bâtiment au milieu de la nuit. On dit à l'empereur que 167 hommes ont été arrêtés lors du raid. Ces hommes prévoyaient de faire pression sur l'empereur pour qu'il abdique le trône afin que le prince héritier, Albert, puisse prendre la relève. L'empereur est vraiment déçu car il est clair qu'Albert était derrière tout ça. Albert est prince héritier depuis 30 ans, et il semble qu'il ne puisse plus attendre. Noisille fait remarquer qu'il n'y a aucune preuve de l'implication d'Albert, alors l'empereur dit qu'il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit au prince héritier. Au lieu de cela, il punira juste les 167 hommes, et leur chef nommé Kit sera exécuté. L'empereur pense alors que tous ses fils ne valent rien. Il ne peut que se demander lequel d'entre eux est digne de lui succéder, et il n'arrive pas à se décider. Il déclare que n'importe lequel fera l'affaire tant qu'il pourra surmonter son épreuve. Plus tard, Noah est informé des 167 hommes qui ont été arrêtés pour une tentative d'insurrection. Bien sûr, Noah est déçu car tous ces hommes sont des proches d'Albert. Parmi eux se trouve le confident d'Albert, son ancien précepteur et plusieurs de ses chevaliers. Il est assez évident qu'Albert est impliqué, alors Vinny se demande ce que Noah va faire. Noah pense à comment, selon la loi impériale, si un membre de la famille impériale commet un crime, il y a des dispositions qui assurent que leur peine soit légère. La seule exception à cette règle est si ce crime est une insurrection. Tout membre de la famille impériale impliqué dans une insurrection doit être coupé en deux à la taille. Ils subissent le même sort, même s'ils étaient simplement au courant et ont omis de le signaler à l'empereur. Il est impossible qu'Albert n'ait pas été au courant car tant de ces gens étaient impliqués. Albert devrait être puni pour son crime,
mais ce serait un scandale énorme qui ébranlerait les fondations même de l'Empire. Noah se demande ce que l'empereur a dit, alors Vinny explique que l'empereur a dit de punir ceux qui sont impliqués conformément à la loi. Noah comprend maintenant les intentions de l'empereur, alors il déclare qu'il est prêt à rendre son jugement. Noah rencontre l'empereur et explique qu'il a décidé comment condamner les insurgés. Le chef qui a été arrêté sera coupé en deux à la taille, et ses complices auront également la vie terminée. Noah a déterminé plutôt que, puisque l'empereur a limité la punition à ceux qui ont été arrêtés, il n'a pas l'intention d'impliquer Albert là-dedans. L'empereur est satisfait du travail de Noah, alors il dit à Cruz d'ajouter 1000 reis au salaire annuel de Noah. Noah sait que ce qu'il a fait ne méritait pas une récompense, donc cela signifie que l'empereur ne voulait vraiment pas impliquer Albert. L'empereur dit à Noah que ses espoirs pour lui restent élevés, donc il devrait continuer à travailler dur. Alors que Noah retourne au ministère, il est choqué de découvrir que ses gardes ont été blessés. On lui dit que les intrus sont toujours à l'intérieur, alors Noah dit à Shirley d'envoyer chercher des renforts. Noah lui dit de contacter Albert au ministère des Affaires militaires, mais il s'arrête rapidement. Le timing de cette attaque ne semble pas être une coïncidence, et Noah craint qu'Albert ne soit impliqué. Il annule son ordre et dit à Shirley de rassembler leurs alliés. Personne ne sera autorisé à entrer ou sortir du manoir, et cela inclut tous ses frères. Noah se précipite à l'intérieur et voit que plusieurs gardes et fonctionnaires ont été attaqués. Il rencontre l'un des intrus, et Noah le maîtrise facilement. L'intrus tente de mettre fin à ses jours en se mordant la langue, mais Noah l'en empêche avec le pouvoir de son anneau. Plusieurs autres intrus arrivent pour attaquer notre héros, mais Noah est prêt pour le combat. Il les maîtrise tous et s'assure qu'ils ne peuvent pas non plus mettre fin à leur jour. Vinny apparaît, et il est étonné de voir que Noah a vaincu les intrus tout seul. Il explique que la garde a subi de nombreuses pertes et que tous les insurgés ont été éliminés. Noah est choqué car le but des intrus était de faire taire les insurgés. Cela montre plus clairement que jamais que ces intrus travaillent pour Albert. À ce moment-là, Vinny est choqué alors que Noah utilise sa propre épée pour se couper. Noah souffre énormément, et il dit à Vinny que, si quelqu'un demande, ce sont les intrus qui l'ont blessé. La peine la plus lourde pour avoir grièvement blessé un prince est l'exécution et par un jugement rapide. C'est exactement ce que veut Noah, alors il ordonne à Vinny de commencer la procédure. Pendant sa convalescence, on dit à Noah que les exécutions ont été effectuées. Noah est soulagé car maintenant il peut tourner la page sur toute cette situation. Vinny réalise ce que Noah a fait, et il ne peut s'empêcher d'être émerveillé. Noah savait que la vérité sur Albert aurait été exposée si les intrus avaient été interrogés, alors il a dû agir vite. Il s'est blessé pour accélérer leur punition, afin que personne ne puisse jamais le savoir. Si la vérité venait à être connue, l'Empire tout entier en aurait souffert, alors Noah ne peut que maudire le prince héritier. Plus tard, l'empereur convoque Noah au château. Noah s'excuse d'avoir échoué, mais l'empereur dit qu'il n'est pas le seul responsable. Il sait aussi à quel point Noah est un combattant puissant, alors il se demande si les intrus étaient vraiment assez forts pour le blesser si grièvement. Noah avait pensé que l'empereur serait soupçonneux, et il savait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité. L'empereur dispose d'un énorme réseau de renseignements, donc il sait probablement déjà que Noah s'est blessé lui-même. Noah explique que la force ne se résume pas seulement à la manière dont on manie une épée. Il dit qu'une personne peut encore faiblir si l'on profite de sa fragilité mentale. L'empereur est vraiment fier de l'intelligence de Noah, et il dit qu'il est un fils dont il serait fier de se vanter auprès de tous. Il souhaite que tous ses fils ressemblent davantage à Noah, et il emmène Noah dehors. Il dit à Noah que, parmi les empereurs qui sont passés à l'histoire comme de grands leaders, 9 sur 10 ont terni leur réputation plus tard dans leur vie. Noah pense à comment son père a mené cette nation vers un âge d'or comme personne n'en a jamais vu. À cause de cela, il sera certainement décrit comme un grand leader dans tous les livres d'histoire. Cependant, si la récente insurrection avait réussi, cela aurait terni son héritage. On dirait qu'il est devenu sénile dans sa vieillesse et qu'il ne pouvait même pas contrôler ses fils. Il est évident pour Noah que l'empereur ne fait plus confiance au prince héritier. La seule raison pour laquelle il ne fait rien est que renier le prince héritier ternirait sa propre réputation. À ce moment-là, Noah dit qu'il a une requête. Il fait remarquer que l'empereur a nommé lui, Henri et Oscar prince-ministre, et cela pourrait causer quelques problèmes. À cause de cela, Noah pense que quelqu'un devrait être nommé pour les coordonner tous. L'empereur se demande s'il parle du premier ministre, mais Noah a une idée différente. Cette personne apporterait de l'ordre à tout ce qu'ils font, donc Noah propose la création d'un nouveau rôle connu sous le nom de prince premier ministre. Noah dit que ce rôle devrait revenir au prince héritier, mais l'empereur refuse. Cela le contrarie, alors il dit à Noah de partir pour qu'il puisse se remettre de sa blessure. Noah l'arrête cependant et continue d'expliquer. Il fait remarquer qu'Albert devient impatient en tant que prince héritier, et cela cause beaucoup de problèmes. Lui donner ce rôle lui permettrait de sentir qu'il a plus de pouvoir, et l'empereur aurait toujours le dernier mot sur toutes les décisions. L'empereur craint qu'Albert ne rejette quelque chose d'important avant même que cela ne lui parvienne, mais Noah a un plan pour cela aussi. Chaque prince-ministre aura le droit de déposer un appel direct s'il pense que c'est assez important.
Si les trois sont d'accord, ils peuvent contourner le Premier ministre et faire appel directement à l'empereur. Cela empêchera Albert de détenir un réel pouvoir, mais il se sentira toujours important grâce au titre. L'empereur est une fois de plus émerveillé par Noah, et il convient que ce serait la meilleure marche à suivre. Il tapote la tête de Noah et souhaite à nouveau qu'il soit né plus tôt. Noah est tout aussi impressionné par l'empereur car il a immédiatement compris sa proposition. L'empereur veut récompenser Noah à nouveau, mais cette fois il dit que l'argent ne suffira pas. Au lieu de cela, il appelle Cruz et lui dit qu'ils vont aller au coffre. L'empereur emmène Noah, et Noah dit qu'il n'a jamais vu cet endroit auparavant. L'empereur fait remarquer que c'est grâce au propre jugement de Noah qu'il a découvert cet anneau spécial. Il aimerait voir ce jugement à l'œuvre, alors il dit à Noah de choisir n'importe quel objet qui lui plaît dans le coffre. Noah remercie l'empereur, et il dit au Léviathan de fouiller toute la pièce. Noah repère quelque chose d'intéressant, et l'empereur est stupéfait par ce qu'il a choisi. Noah ouvre une petite boîte, et il est consumé par une puissante flamme. La flamme recouvre complètement Noah, mais il va toujours bien. Cela ressemble tellement au Léviathan que Noah est surpris qu'il en existe d'autres comme lui. Cette flamme attaque Noah, mais il se défend avec le Léviathan. Il est clair que c'est être à sa propre volonté, ce qui ne laisse donc qu'une seule option à Noah. Noah lui ordonne de lui obéir, et il libère la puissance de son épée. Noah vainc l'arme et obtient le contrôle de ses pouvoirs. Elle prend la forme d'une bague, et Noah voit que l'avoir sous son commandement élève sa statistique de feu au rang F+C. L'empereur est absolument stupéfait car Noah a réellement réussi à dompter l'arme. La bague s'appelle Luthier, et l'empereur dit que le jugement de Noah est incroyable. Il a donné à Noah l'option de choisir n'importe quel objet dans tout le coffre-fort, et il a choisi le plus fort sans hésitation. Noah a simplement fait ce qui lui semblait juste, et il peut dire que Luthier possède une grande puissance. L'empereur se demande si Noah voudrait la tester, et il propose même de faire installer des cibles. Noah décline, et l'empereur peut voir qu'il a une sorte de plan, comme toujours. Noah emmène son père à l'extérieur des murs du château, et il libère la puissance de Luthier. L'empereur est inquiet au début, mais il se calme quand il voit que Noah a tout sous contrôle. C'est exactement comme Noah l'avait prédit, car Luthier est presque aussi puissant qu'un Léviathan. L'empereur se demande comment Noah peut supporter une chaleur aussi incroyable, alors Noah démontre à quelle vitesse il a appris à maîtriser son pouvoir en expliquant ce qui se passe. La chaleur est si puissante qu'elle détruit tout autour d'elle, et le sol lui-même commence à se cratériser. Cependant, Noah dit que le Léviathan la maintient sous contrôle pour empêcher la chaleur de s'échapper. Bien sûr, l'empereur n'en croit pas ses yeux car Noah l'a dompté à ce point en si peu de temps. Il est presque sans voix, et il détermine que sa seule option est de confier Luthier à Noah. Il dit à Noah de l'utiliser pour le bien de l'Empire, alors Noah dit qu'il le fera. Quelque temps plus tard, l'empereur révèle une mauvaise nouvelle concernant son neveu. C'est le fils de son frère, et il a toujours gouverné ces terres avec une extrême tyrannie. Il cause souvent beaucoup d'ennuis à la famille impériale, mais cette fois, il est allé trop loin. Dans son ivresse, il a pris la vie de quelqu'un lors d'une dispute. Cela seul est un crime grave, mais la punition ne sera pas si simple. Le frère de l'empereur, nommé Graham, prend la responsabilité du crime de son fils, et il dit qu'il paiera une somme d'argent comme punition. Bien sûr, Noah souligne que tout comme un enfant n'est pas responsable du paiement des dettes de ses parents, un parent n'est pas responsable du crime d'un enfant. Graham offre de payer 30 000 rennes, ce qui représente environ 250 fois le revenu annuel moyen. C'est un montant significatif, mais Noah dit qu'ils ne peuvent pas percevoir une amende auprès de quelqu'un qui n'a pas commis de crime. L'empereur se demande s'il devrait modifier la loi pour autoriser les paiements volontaires car le trésor national est en mauvais état. Les secours en cas de catastrophe et la répression des révoltes coûtent pas mal d'argent, et ils dépensent beaucoup. Noah ne peut pas blâmer son père de penser ainsi, mais cela ne peut pas se faire. S'il devait établir un tel précédent, les gens penseraient qu'ils peuvent s'en tirer en commettant n'importe quel crime en payant de l'argent. Cela rendrait la prévention du crime plus difficile, sans oublier le fait que cela n'aiderait que les riches. Les gens en profiteraient, et cela mènerait à une corruption massive. Noah reconnaît que le manque de fonds de l'Empire est un grave problème, mais il dit qu'il devrait le résoudre d'une manière respectable. L'empereur remercie Noah d'avoir contesté sa suggestion, et il attribue cela à la grande sagesse de notre jeune héros. Pour célébrer cette sagesse rarement vue chez un dirigeant, l'empereur nomme Noah son conseiller principal. L'empereur se demande si quelque chose ne va pas après que Noah soit resté silencieux, et Noah révèle qu'il a une proposition. Au lieu de laisser les gens payer pour échapper à la punition, il devrait laisser les gens payer pour obtenir un honneur. À titre d'exemple, Noah dit que quiconque fera don de 1000 rennes à l'Empire pourra se voir accorder un titre de chevalier honoraire. Bien sûr, ils auraient besoin de règles pour que les gens ne puissent pas en abuser pour obtenir un réel pouvoir, mais Noah est sûr que cela fonctionnera. Les gens aiment recevoir un tel honneur de la part de l'empereur, et ils seraient prêts à payer. Noah pense que lorsque les gens gagnent beaucoup d'argent, ils commencent à désirer l'honneur plutôt que les possessions matérielles. L'empereur dit que c'est une idée brillante, et il dit à Cruz d'aller chercher Oscar. Noah dit qu'il doit partir pour terminer ses affaires au ministère de la Loi, mais au fond de lui,
il a une raison différente. Noah se dit qu'il doit s'arrêter parce qu'il impressionne beaucoup trop l'empereur. S'il continue, il va commencer à empiéter sur le travail d'Oscar. Dehors, un gars nommé Shizu dit que plusieurs mages sont stupéfaits par ce que Noah a fait plus tôt. Ils n'arrivent pas à comprendre comment le sol a pu simplement fondre comme ça, et ils n'ont pas réussi à trouver une explication. Quelqu'un est même tombé dans le trou en l'inspectant, alors Noah donne à Shizu un peu d'argent pour payer les frais médicaux du type. Shizu révèle ensuite qu'il a apporté quelque chose pour le 16e prince. Le 16e prince n'a que 3 ans, mais il aime faire combattre des scarabées les uns contre les autres. Cela donne une idée à Noah, alors il se demande si Luthier et le Léviathan aimeraient se battre l'un contre l'autre. Les deux sont prêts pour la tâche, alors ils commencent à se battre pendant que Noah regarde. Noah est stupéfait car ils ont toutes les techniques de leurs anciens propriétaires gravées en eux. Le Léviathan gagne le combat, et Noah dit que la différence de force est claire. Une servante n'en croit pas ses yeux en voyant le combat, alors Noah dit qu'ils sont prêts pour un deuxième round. Pendant qu'ils combattent, Noah remarque autre chose. Contrairement à son fidèle Léviathan, Luthier est très compétitif. Noah apprend tellement de choses rien qu'en les regardant, et il est sûr qu'apprendre de cette façon le rendra beaucoup plus fort. Son écran de statut le prouve, car il atteint enfin le niveau 2. Noah continue de les faire combattre, et il dit que le Léviathan a gagné tous les combats jusqu'à présent. Cependant, après un certain temps, Luthier parvient à gagner un match. Après la victoire de Luthier, Noah remarque que sa propre statistique de feu a encore augmenté. Noah devient curieux, alors il dit à Zoé de faire quelque chose. Au cours des 6 années depuis qu'il l'a engagé, Zoé a appris de nombreuses compétences pour rembourser la dette qu'elle estime avoir envers lui. L'une de ces compétences est de montrer l'écran de statut d'une personne. Zoé est stupéfaite car Noah est déjà au niveau 3. Elle n'arrive pas à y croire parce que Noah n'a pas eu à se battre, et elle n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit de pareil. Noah l'a fait en regardant simplement ses armes se battre, et elle se demande si son niveau peut augmenter comme ça indéfiniment. Noah n'est pas sûr, mais il dit que ce n'était pas si simple. Passer du niveau 1 à 2 n'a pris qu'un combat, mais pour passer de 2 à 3, il a dû les faire combattre plus de 10 fois. Combattre le même adversaire encore et encore ne semble pas très efficace, mais Noah ne connaît pas toutes les règles. Il veut comprendre comment cela fonctionne, alors il dit qu'il devra collecter plus d'objets magiques comme Luthier et le Léviathan. Juste à ce moment, Henri arrive et révèle qu'il a vu Noah faire combattre ces objets. Il loue l'ingéniosité de Noah, mais il y a des questions plus urgentes. Il révèle qu'un certain nid de monstre a enfin atteint sa maturité, ce qui signifie qu'il est temps pour la première campagne de Noah. Le nid de monstre est un terrain de chasse géré par le ministère des Affaires militaires. Son but est simplement de servir de première campagne pour chaque prince. Henri dit que lorsque Noah ouvrira la boîte devant lui, elle lui donnera une indication du nombre de soldats qu'il devrait emmener en campagne. Noah ouvre la boîte, mais la mâchoire d'Henri tombe presque par terre lorsque le nombre est révélé. Il indique le chiffre 1, alors Noah se demande si cela signifie qu'il sera suffisant à lui seul. Henri dit que c'est sans précédent, et que cela n'est jamais arrivé auparavant. Plus tard, un gars nommé Ray apporte un ordre de l'empereur. Un messager de l'empereur est considéré comme son représentant, alors Noah s'incline devant lui. C'est un rôle prestigieux, donc Noah doit lui montrer la même courtoisie qu'à l'empereur. On dit à Noah que sa première campagne sera reportée, et qu'il doit attendre jusqu'à ce qu'il reçoive de nouveaux ordres. Noah l'accepte, et Ray s'incline devant lui. Ces deux-là se connaissent car Ray fait partie de la maison d'Henri. Parfois, les membres de la famille royale envoient l'un de leurs esclaves ou serviteurs pour servir comme fonctionnaire. Les gens comme eux sont considérés comme des membres de la famille de ce noble qui ont été libérés de leur service. Les membres de la maison impériale qui travaillent au service de chaque prince sont soumis aux normes d'étiquette les plus strictes. Ray révèle à Noah que sa campagne a été reportée entièrement à cause de sa force. L'empereur était tellement ravi par le chiffre sans précédent qu'il a dit qu'elle devrait être réalisée à grande échelle. Il travaille avec les frères de Noah pour trouver un moyen de faire savoir à tout l'Empire à quel point Noah est remarquable. Noah réalise que cela prendra du temps, alors il part à la recherche de plus d'objets magiques. Noah retourne voir le marchand qui lui a donné son autre bague, et il explique qu'il recherche des objets qui ont leur propre volonté. Le marchand dit qu'il n'a rien de tel, mais Noah le savait déjà. Il donne pas mal d'argent au gars et lui dit de le contacter si quelque chose se présente. Dehors, Noah voit qu'une foule s'est rassemblée alors qu'un homme exige qu'un objet lui soit vendu. Le marchand essaie d'expliquer que quelqu'un a déjà réservé l'objet, mais le gars s'en fiche. Noah dit au gars d'arrêter, et le gars se présente comme un membre de la maison du prince Gilbert. Il s'appelle Dalem, et Noah se demande pourquoi il interrogeait le marchand. Dalem rappelle à Noah qu'il ne peut pas avoir d'ennui car les membres d'une maison impériale ne peuvent être reconnus coupables d'aucun crime autre que l'insurrection. Il dit à Noah qu'il ne peut rien lui faire, et Noah sait qu'il a raison. Les serviteurs d'une maison impériale ont déjà un statut élevé, mais ce gars est même membre de la maison du premier prince. Noah le reconnaît, mais il souligne qu'il y a un défaut. Il se demande pourquoi Dalem se tient devant lui alors qu'il devrait être incliné. Dalem est pris au dépourvu car c'est une infraction punissable, alors il essaie de s'excuser. Noah dit qu'il est trop tard, cependant,
et il ordonne à Shirley de l'appréhender. Shirley le maîtrise, et Dalem essaie de dire que Noah paiera pour ça. Noah est insulté alors qu'il lui explique qu'il a terni le nom de son frère en ne montrant pas de respect à un prince. Il dit que Dalem sera puni selon la loi impériale, et il demande si quelqu'un dans la foule a un fouet. Dalem est ligoté, et Noah se demande combien de coups de fouet il devrait recevoir. Noah dit que si l'un de ses serviteurs tyrannisait son peuple en son nom, il les condamnerait à mort. Dalem est horrifié, et Noah dit à Shirley de s'occuper du reste. Noah s'éloigne ensuite pendant que Dalem reçoit sa punition. Plus tard, Shirley dit que le travail est fait, et que la vie de Dalem a pris fin. Noah dit à Shirley que lorsque les autorités arriveront, elle devra rapporter tout ce qu'il a dit plus tôt. Shirley est ensuite surprise quand Noah lui dit d'aller chercher des menottes. Noah se menotte lui-même et va s'excuser auprès de Gilbert. Noah explique ce qui s'est passé, et Gilbert convient qu'il n'y avait pas d'autre façon de gérer la situation avec son serviteur. Noah s'excuse quand même de ne pas avoir consulté Gilbert en premier. Gilbert se souvient à peine de Dalem, alors son frère doit lui rappeler qu'il a renvoyé ce gars il y a 1 an. Gilbert dit à Noah de ne pas s'inquiéter car, si quoi que ce soit, il a protégé sa réputation. Noah l'a empêché de nuire davantage à son nom, donc Gilbert peut voir pourquoi l'empereur a nommé Noah gardien de la loi. Après cela, Shirley se demande à quoi rimait tout ce théâtre car Gilbert n'avait même pas l'air de se soucier de Dalem. Noah révèle que malgré le calme affiché par Gilbert, il était en réalité furieux. La seule raison pour laquelle il ne pouvait pas le montrer est qu'il ne peut pas se permettre de créer une rupture entre eux. C'est parce qu'il est évident pour tout le monde que l'empereur favorise Noah par rapport à Gilbert. Noah savait qu'il devait s'excuser en premier pour que tout reste calme. Si Noah n'avait rien dit, il serait devenu une cible pour son frère. Plus tard, un gars nommé Don se présente à Noah. Don a été impressionné par la façon dont Noah a géré la situation la veille, alors il veut travailler pour lui. Noah souligne qu'il pourrait trouver cela difficile car il vient d'une juridiction différente, mais Don s'en moque. Il dit que Noah peut simplement utiliser ses services chaque fois qu'il en a besoin, alors Noah accepte. Alors que Don part, cependant, Noah dit à Dylan de faire des recherches sur lui. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.